Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonsoir à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver toute cette semaine. Les vraies voix, leur formule vacances, bien sûr, même si vous ne travaillez pas ou vous travaillez, ça ne change rien. Nous, par exemple, on travaille, on est content d'être avec vous. Mais c'est un peu l'esprit fête. Les trois vraies voix ce soir, nous accueillons Philippe Bouriaki, éditorialiste écolo. Et bonsoir, cher Philippe. Bonsoir, tous mes vœux et joyeux anniversaire. Oui. Oh, c'est gentil. Eh oui. Oui, c'est chaque 2 janvier, je prends ça. Alors donc, on passe du temps à souhaiter la bonne année et plus l'anniversaire, on fait une pierre de coups. Merci, mon cher Philippe. À vos côtés, Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence, auteur de Françaises venues d'ailleurs, publié chez Stock. Bonsoir, Madi. Bonsoir. Bonne année, et évidemment, joyeux anniversaire. Oui, vous m'avez déjà fait la bise tout à l'heure. J'étais très touché. Vous y avez pensé. Ah bah non, ça ne s'oublie pas quand même. C'est très bien, c'est très bien. Tous les ans, le 2 janvier, 25 ans. C'est cool, ça bouge. Ouais. Ça se termine par 5, effectivement. Bon, après, c'est le premier chiffre, c'est ça le problème. William T n'a pas ce problème, lui il reste toujours jeune, président du think tank Le Millénaire. Bonjour et bonne année William. Bonjour, bonne année, joyeux anniversaire. Merci bien, j'en profite pour saluer notre réalisateur Benoît Goutorp, c'est lui qui nous envoyait Happy Birthday. Merci mon cher Benoît, Odette au standard, toute l'équipe, Ottilie aussi a préparé l'émission. Bref, peut-être on va, j'aime bien aller, avant de rentrer dans le sommaire, j'aime bien prendre le pouls de ce que nos auditeurs, de ce que vous avez laissé sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300. Hier, vous vous souvenez, on a fait une émission sympa. Il y avait notamment Véronique Langlais qui parlait des espoirs des Français, du moral. Est-ce qu'on a le moral? Réaction à cette émission d'hier par Claire de Paris. Je me permettais de réagir. Alors, on dit que les Français sont pessimistes, mais les Français savent ce qu'ils ont construit depuis des décennies. Et de voir que depuis là, surtout avec l'ère macronienne, on fait dégringoler la classe moyenne. Alors, c'est comme votre charmante bouchère. Quand elle dit un toit pour tout le monde, ça dépend quel toit. Voilà, parce que entre un toit dans les zones où il y a eu, entre autres, comme hier, ou des tirs de mortier ou de la délinquance, c'est pas la même chose que d'avoir un appartement dans un quartier correct de Paris. Les Français sentent bien qu'il y a des choses qui ne conviennent plus. Quand on voit l'état des hôpitaux et de ce qui tient une société, oui, les Français sont lucides, mais ils ont en même temps de l'espoir. Voilà, bonne année. Merci Claire de Paris. C'est intéressant la réaction de Claire et c'est le principe pour vous les auditeurs de Sud Radio. Faites ça au 0826 300 300. Nos vraies voix où tous les intervenants donnent des idées et vous donnez la vôtre, votre point de vue. William Tay, hier, donc la charmante bouchère, c'est Véronique Langlais qu'on salue, la présidente du syndicat des bouchers, dit oui les Français ont souvent le moral en berne alors que nos voisins n'ont pas souvent un toit et tout ça. On a raison d'être pessimiste pour 2024 ou pas? On a quand même un certain niveau de vie en France, William Tay. La France est un des pays les plus pessimistes du monde. Je crois qu'il y avait un récent sondage qui a été fait au niveau mondial qui disait qu'on était plus pessimiste que l'Irak et l'Afghanistan. Ouais. Et on est juste devant le Japon. Alors les pauvres Japonais, d'ailleurs, on peut dire que le début d'année est difficile pour eux. Voilà. Il y a plusieurs indicateurs qui permettent de classer. Souvent, en fait, vous êtes malheureux, vous êtes heureux en fonction d'une situation relative. C'est pas de façon absolue. C'est est-ce que les Français vivent bien? On peut regarder les différentes statistiques données par l'OCDE. Le niveau de vie est assez important. On a un système de santé qui est important, etc. Mais le point, c'est est-ce qu'on va mieux que les années précédentes ou pas? Il y a un élément qui est particulièrement marquant, c'est le fait que les Français, on leur pose la question suivante toutes les années. On leur dit est-ce que vous êtes inquiet ou pas sur l'avenir de vos enfants? Et plus de 2 tiers des parents disent je suis inquiet pour l'avenir de mes enfants dans le monde qui va jouer, en raison de la conflictualité, le réveil des empires, le fait que le niveau de vie se dégrade. Et la question qui doit être posée, c'est à l'ensemble des gouvernants, à l'ensemble du projet collectif, donc l'ensemble des citoyens, c'est quelle société nous voulons pour atteindre un niveau de cohabitation, de vivre ensemble et de rayonnement qui soit suffisant et de prospérité. Mais sous-entendu, je lis à travers vos lignes, William Tay, et vous allez répondre et réagir, Madi Saïdi, mais on veut effectivement que pour nos enfants ça aille mieux, mais à hauteur de ce qu'on a vécu. Et c'est vrai qu'on a bien vécu et que peut-être on est plus pessimiste parce qu'on a connu un certain bonheur.
Absolument. Et c'est au-delà même des parents. Aujourd'hui, même quand on a d'être entre 35 et 40 ans, on a quand même connu d'autres jours en France, des jours meilleurs. Et c'est au-delà du fait qu'effectivement, en France, on est pessimiste et comparer n'est pas forcément raison. Alors, ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée diront non mais les Français ont de la chance, c'est chouette. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, ils ont beaucoup moins que nous, mais ils sont très heureux, ils vivent très bien. Mais il y a aussi une réalité française. La France se dégrade et c'est dans tous les domaines, que ce soit au niveau des études, que ce soit économiquement parlant, que ce soit au niveau de l'emploi. Je sais pas, moi quand j'étais gamine, quand j'entendais des gens gagner 20 000 francs, les gens vivaient bien avec 20 000 francs. Aujourd'hui, 20 000 francs, c'est rien. Oui, si donc il y a une vraie dégradation sociale, économique, qui peut expliquer cette espèce de désenchantement qu'on a aujourd'hui en France. Bon, Philippe Bouriaki, on rappelle que vous êtes éditorialiste écolo, et les écolos, d'une manière générale, vous êtes plutôt du genre un peu pessimiste, vous, quand même, hein, les écolos. Alors, les autres, ceux de l'extrême gauche, oui. Nous, on est plutôt optimistes. Vous savez, quand vous êtes au fond du gouffre, vous n'avez pas d'autre alternative que de remonter, et vous remontez comment? Ce qui fait la différence entre deux grands champions. Vous faites très bien Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure. Eh bien, quand vous êtes au fond du trou, vous... Non, c'est vrai. Non, mais la différence entre deux athlètes, un champion et celui qui ne l'est pas, le champion, quoi qu'il arrive, il tombe, il se relève, il continue, il avance et il continue à s'entraîner et il est persuadé que la victoire sera au bout de la ligne d'arrivée. Donc, on est un peuple de râleurs, mais c'est ce qui fait notre charme, nous les Français. Donc on va se retrousser les manches et ça peut pas être pire que ce que ça a pu l'être ces dernières années. Bon, voilà pour cette réaction au coup de fil de Claire au 0826 300 300. On y retourne dans un instant au 0826 300 300, mais avant, j'aimerais vous donner le sommaire de cette émission. Il y a des sondages parlants, n'en déplaise à leurs détracteurs. Le classement des personnalités préférées des Français a rendu son verdict. Évidemment, Jean-Jacques Goldman reste en tête, c'est un peu du vivez caché, vous serez aimé. En revanche, le 30e du classement n'est pas du genre à se cacher. Il est le seul politique du classement. Les autres ont tous dégringolé. Jordan Bardella, président du RN, cartonne. Nous vous posons donc la question, top 50, personnalité des politiques, ça ce sont nos deux hashtags. Jordan Bardella sera-t-il un jour président de la République? Vous réagissez sur X, ex-Twitter ou au 0826 300 300. Et puis le coup de projecteur à 18h40. Faisons un test. Que doit-on mettre dans la poubelle jaune, verte, bleue? Le savez-vous vraiment? Depuis hier, le challenge se corse. Les collectivités locales doivent organiser la récolte du compost. Le couvercle devra être marron. Nous vous posons la question, hashtag compost, hashtag collectivité locale. Les Français sont-ils prêts à respecter les obligations du tri sélectif? Là aussi, il va y avoir débat. Ça va être terrible. Et nous fonçons tout de suite au 0826 300 300. Notre auditeur qui va nous accompagner tout au long de cette émission, c'est Luc dans le Val-de-Marne. Bonsoir Luc. Bonjour Frédéric, bonjour à tous vos invités et surtout à tous une bonne santé pour vous et vos proches. Ouais, merci, bonne année à vous. Dans le Val-de-Marne, quelle ville précisément ? Le Perreux-sur-Marne. Ah ouais, le Perreux. Bon, on n'est pas loin de la 86. En général, on sort tout de suite, on vient vous voir et on vous dit salut, hein, c'est ça? C'est un havre de paix. Venez. Vous allez vite en besogne. Bon, enfin d'accord. Bon, c'est le moment de nous donner votre petit coup de cœur ou coup de gueule. Allez, ça sera plus coup de gueule pour 2024. Vous nous dites, arrêtons de parler de Marine Le Pen comme étant un risque. Allez-y, l'antenne vous est ouverte. Absolument, vous venez de spoiler mon annonce, Frédéric. Je suis un méchant bougre. Dans la longue litanie des risques mortifères qui guettent la France, je ne pense pas que ce que l'on nous présente à l'envi sur les ondes et les plateaux TV comme le risque avec un grand R, Marine Le Pen, soit le seul à être considéré comme gravissime. Il y a en France de nombreux contre-pouvoirs qui, le jour venu, si elle est élue, ne manqueront pas de se faire entendre. Et d'ailleurs, ils se font entendre dès à présent, vu le nombre de soi-disant humoristes et commentateurs qui demandent à ce qu'on boycotte ce qu'ils considèrent être comme l'extrême droite sur les mêmes plateaux TV et les mêmes ondes de radio. C'est vrai qu'il y a débat. C'est très intéressant, Luc, ce que vous évoquez, parce que dire il y a danger. Alors, on peut partager l'idée qu'effectivement un représentant de ce qu'on appelle l'extrême droite soit dangereux. On le sait par rapport à l'histoire. Mais quand il représente plus de 20% de la population, est-ce qu'on peut se contenter de cette seule lecture, William Tay ?
Il y a 2 points. Le premier point, c'est ce que disait votre auditeur, Luc. Oui. Est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs? Si Marine Le Pen est élue, vraisemblablement, si Marine Le Pen est élue en 2027, elle aura 2 pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire lui sera hostile. Il y aura peut-être l'administration qui lui sera hostile aussi, mais comme à l'encontre de l'ensemble des présidents de la République. Les gens dans la rue, on imagine aussi? Oui, mais ça, c'est pas très grave. Le point le plus important, c'est qu'à la différence des autres systèmes, comme en Italie, ce qui s'est passé dans d'autres pays d'Europe ou aux États-Unis, c'est qu'on n'a pas le système de check and balance comme avec Donald Trump. C'est-à-dire que lorsque vous êtes président de la République française, vous avez quasiment tous les pouvoirs. Vous pouvez mettre l'état d'urgence, le couvre-feu, quasiment tout seul. C'est ce qu'on appelle le monarque républicain. Il est monarque pendant 5 ans. Donc la question qui est posée, qui inquiète beaucoup de personnes, c'est est-ce que Marine Le Pen tient un discours d'affichage ou va revenir au discours de son père d'il y a 30 ou 40 ans, dans la mesure où Bardella a pas été capable de qualifier Jean-Marie Le Pen d'antisémite, etc. Est-ce que le R de RN n'est pas le F caché? C'est la question qui est posée actuellement. On peut pas sonder le cœur et le rein de Marine Le Pen. Sur l'autre question que vous posez sur la question des risques, je pense qu'il y a beaucoup de risques en France. Est-ce qu'on a un risque au niveau européen? Est-ce qu'on a un risque au niveau des flux migratoires? Est-ce qu'on a un risque écologiste? Est-ce qu'on a un risque de développement démographique? On a surtout un risque qui est le plus important, je pense, c'est qu'en fait, l'ère que nous avons vécue pendant très longtemps, qui consistait le fait que c'était nous qui décidons de l'avenir du monde avec les Américains, ce qu'on appelait l'OTAN et le G7, est terminée. En 1970, le G7 représentait 70% du PIB mondial. Actuellement, c'est la zone Indo-Pacifique qui représente 50 à 60% du PIB mondial. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand on pense décider quelque chose, on dit tiens, on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En fait, nous, c'est pas nous qui avons la main, c'est les Chinois et c'est les Indiens. Et je pense que c'est ça qui est le plus inquiétant. C'est-à-dire qu'avant, on avait la maîtrise de notre destin. Aujourd'hui, si par cas on se réveille pas, on est amené à jouer les seconds plans. Bon, ça c'était le point de vue de William. Alors, on aura celui, évidemment, de Mady et de Philippe dans un instant. Luc, vous restez avec nous pendant toute l'émission. Vous avez ouvert les festivités, hein, je dis bien les festivités. Et voyez, ça débat. On va y revenir dans un instant avec vous. Les auditeurs de Sud Radio, vous intervenez, vous l'avez compris là, 2 auditeurs comme ça, coup sur coup, ce sont eux qui ont planté le décor, ils ont mis la tonalité. Hein, quand on fait du sport, on dit c'est toi qui donne le rythme au jeu. Voilà, c'est vous, les auditeurs de Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Ils sont avec nous, les vraies voix. Bon, vous l'avez entendu, William Tay est déjà remonté. Hein, il nous a réexpliqué pas mal de choses. Le président du think tank Le Millénaire, Mady Saïdi, est en train de s'échauffer, conseillère en communication d'influence. Elle va dégainer, ça ne serait tardé. Lui, vous faites en plus des arts martiaux, Philippe Bourriaki. La légende le dit. Oui. Vous faites quoi comme art martial? Je suis instructeur de self-défense et de close combat. Mais je viens du karaté. Rien que le fait de le dire, je sais pas, j'ai pas envie de vous attaquer. Pourtant, je suis ceinture bleue de judo, moi. Ouais, je sais, la légende le dit aussi. Non, mais non, au contraire, tous ceux qui vont, c'est ce que j'ai dit souvent à tous ceux qui ont une appréhension sur les arts martiaux et ceux qui pratiquent les arts martiaux. Quand vous passez 3 heures dans une salle, quand vous sortez, vous avez tout envie, sauf de vous battre. Et quand vous contrôlez votre force, vous savez ce que vous valez. Vous n'avez pas besoin d'excès de violence. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous les auditeurs de Sud Radio, mais il y a un film avec Pierre Richard, je crois que c'est dans le Grand Blond avec une chaussure noire, il dit monsieur, vous avez de la chance, je fais du karaté, je suis ceinture noire de judo et je ne me battrai pas. C'est ça. Mais c'est ça. Prend une claque en fait. Mais c'est ça, mais moi, je prends une claque, je prends pas l'autre joue, mais on évite. Alors nous allons tous prendre une claque parce que le monsieur qui arrive va nous faire rêver hein, avec son tour de l'actu, Louis de Kergorlet. Les vraies voix Sud Radio. Nous partons avec vous, Louis. Bonjour, c'était bien comme petite intro, non? Mais c'était magnifique. Vous m'avez fait rire parce que vous êtes arrivé pour tous les plus de 800 000 abonnés de la chaîne YouTube. On vous voit et vous avez une chemise. Mais 2 secondes avant, vous aviez un pull, vous l'avez enlevé, vous l'avez jeté. Évidemment. J'en ai rigolé. Ah bah c'est les coulisses. C'est les coulisses. Voilà. Et donc nous partons avec vous, Louis, pour faire le tour de l'actualité de ce 2 janvier 2024. Au programme du jour, 3 mots: remaniement, sobriété et pêcheurs. Exactement, et on commencera avec ce conseil des ministres annulé demain sans aucune explication. L'occasion de faire ressurgir le spectre du remaniement gouvernemental. Les rumeurs vont déjà bon train. Et puis qui dit nouvel an, dit résolution et le fameux Dry January. Mais ce dont on parle moins, c'est l'abstinence du gouvernement pour lutter contre l'alcoolisme. Plus de détails dans un instant. Et puis une application pour guider, aider les pêcheurs marseillais qui fait plouf, censée être lancée ce mois-ci. L'application rencontre une vive opposition, tellement elle est peu pratique. Les vraies voix Sud Radio. La question est lancée, ça aurait pu être la question d'un de nos débats aujourd'hui. Mais pourquoi donc le Conseil des ministres de demain est-il annulé? Aucune raison n'a fuité et forcément les rumeurs de remaniement reprennent de plus belle. Voilà.
Alors, officiellement, rien n'a été annoncé. Emmanuel Macron a bien rappelé que la rentrée des ministres se ferait lundi prochain. Mais l'actualité est tout de même chargée en ce début 2024. Entre les européennes, avec le RN qui a le vent en poupe, notamment, voilà, vous en parliez, Jordan Bardella, l'anniversaire du débarquement en Normandie et les Jeux Olympiques à préparer, il y a de quoi faire. Un proche d'Emmanuel Macron confiait hier au Parisien n'oublions pas qu'il y le avait, R, voilà, qu'il y avait c'est comme sucre. Hein. Ouais, voilà. Qu'il y avait une sensation de fin de règne au sein du gouvernement, une fatigue, il faut que ça s'arrête. Après les turbulences traversées par le troisième gouvernement d'Elisabeth Borne sur la loi immigration, il y a du travail. Rajoutez à cela les vœux d'Emmanuel Macron qui a voulu remercier tout particulièrement sa chef du gouvernement, puis les vœux d'Elisabeth Borne qui parlait de sentiment du devoir accompli. Et un autre proche du gouvernement fait savoir à l'AFP que le remaniement pourrait intervenir dans une dizaine de jours. Un timing qui pourrait avantager Olivier Dussopt qui doit être jugé le 17 janvier prochain pour des soupçons de favoritisme. Bon, faisons réagir les vraies voix. Je sens bien Madi Saïdi sur le sujet. Ça sent le remaniement ou pas ? En tout cas, ça sent pas bon. Une chose est sûre, c'est que ça sent pas bon. S'il y a un remaniement, je pense que ça pourrait être une bonne chose. En tout cas, moi, je souhaite qu'il y ait un remaniement, mais c'est vrai que rien ne fuite. Quand vous dites remaniement, c'est première ministre déjà et... Ah, il y a du ménage à faire, vraiment. La première ministre, vous allez fort, oui. Non, quand on fait un remaniement, surtout que ce remaniement est annoncé depuis longtemps, elle est souvent passée à la trappe. Donc, première ministre, c'est sûr qu'il faut lui montrer la porte. Mais je crois qu'au gouvernement, il y a aussi des gens qu'il faut reconduire, quoi. Philippe Bouriaki, ça veut dire aller gratter un petit peu au-delà de Renaissance, c'est-à-dire du centre. On va un peu plus à droite et un peu plus à gauche. Vous lisez dans mes pensées. Ah ben, je vous pose la question. Mais ce que j'allais dire, le problème, c'est que si vous remaniez pour faire de l'entre-soi, vous n'allez pas aller loin. On est dans un moment où on voit quand même qu'il y a des tensions fortes dans ce pays. Et il serait temps, avec, je vais pas spolier le tour de table de Madi, mais on rebondira, mais c'est vrai qu'il est temps de construire quelque chose de collectif et d'aller au-delà de l'entre-soi et donc d'aller chercher des talents qu'il y a à gauche, des talents qu'il y a à droite, des talents qu'il y a au centre et des talents qu'il y a à l'écologie au centre. Oui, d'accord, j'ai compris le message. Monsieur le Président. Vous voulez quoi comme ministère, mon petit Philippe? Moi, il y en a 3 qui me plairaient, mais en priorité, le sport, mais avec des vrais moyens. Parce que si c'est pour être un ministre guignol et remettre juste des broliques, ça m'intéresse pas. Sport, intérieur après, non? Alors, l'intérieur, évidemment. Et le troisième, ça serait celui des armées, mais c'est pas possible, étant donné que je suis un double national. D'accord. Très bien, très bien. Bon, William, vous passez votre tour parce que tout à l'heure, vous l'aviez pris. Alors, vite, on continue avec vous, Louis. C'est la nouvelle année et forcément, les bonnes résolutions pleuvent de toutes parts et c'est aussi le retour, Louis, du Dry January sur le devant de la scène. Très bel accent. Yes. Voilà. Alors on entend effectivement que cela en ce moment, Dry January par-ci, Dry January par-là. Mais ce dont on parle moins, c'est du gouvernement qui ne fait rien ou qui fait peu pour lutter contre l'alcoolisme. Le Dry January ou janvier sobre est un mouvement donc venu du Royaume-Uni et que de plus en plus de Français, jeunes comme moins jeunes, suivent. Et donc plusieurs associations d'addictologie font partie du mouvement pour aider au mieux les participants dans cette démarche de santé publique. Un acteur brille donc par son absence, le gouvernement qui a une fois de plus refusé de s'allier au mouvement. Et le professeur Mickaël Nahazila, président de la Société française d'alcoolologie, explique en quoi la France a du retard dans sa lutte contre l'alcool. Alors il y a des lobbies alcooliers très puissants, et puis des lobbies politiques jusqu'au plus haut niveau. Ça commence à se voir même au niveau international. Quand on met en place les politiques de santé publique, la France est une des plus véhémentes à ce que rien ne change relativement aux politiques publiques sur l'alcool. Donc la France a un vrai problème et je pense qu'il va falloir à un moment qu'on ait un point de bascule et que cela s'inverse et que le gouvernement comprenne que il va falloir développer en France un vrai plan alcool parce que les politiques publiques sont pas du tout à la hauteur des dommages de santé publique. Voilà, un problème pris très au sérieux donc par une cinquantaine d'associations qui avaient adressé le mois dernier un courrier au ministre de la Santé d'alors, Aurélien Rousseau. Et selon Santé publique France, plus d'un adulte français sur 5 dépasse les plafonds de consommation d'alcool recommandés, donc maximum 10 verres par semaine et 2 verres par jour, et des jours dans la semaine sans consommation. Aucune de nos 3 vraies voix ne buvant, nous passons au sujet suivant. Un projet qui fait des vagues dans les ports de Marseille. Les pêcheurs de loisirs sont sous haute surveillance. Ils vont devoir
déclarer tous les poissons qu'ils prennent via une application. Sauf que la réalité du terrain est tout autre. Oui, une application qui s'appelle Catch Machine. Alors vous devez la télécharger sur votre portable et rentrer manuellement chaque poisson que vous avez attrapé. Vous devez renseigner donc sa localisation, voilà, sa taille, son poids. Voilà, sauf que dans les faits, l'application marche assez mal quand elle parvient à fonctionner et même quand elle fonctionne, elle est loin d'être intuitive pour toutes les générations. Écoutez ces réactions recueillies à Marseille par notre reporter Lionel Maillet. Les jeunes à 10 ans, ils ont déjà un portable, un smartphone. Et nous, l'ancienne génération, on sait pas bien s'en servir. On s'embrouille. Servir du tout. C'est trop compliqué. Je sais pas comment ils font leur sauce là-bas dans les bureaux, en hauteur, dans les grandes instances. Ça, c'est des gens qui réfléchissent pas. C'est pas possible. On peut pas faire ça. On peut pas systématiquement rentrer dans ce logiciel. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Ouais, ça capte pas. Le problème, il est là. Mais en plus, c'est par type de poisson. Donc 10 girelles, 3 sarangs. En définitive, c'est pour nous empêcher de pêcher. Voilà, donc un arrêté préfectoral quand même censé figer tout ça dans le marbre. Les rumeurs parlent d'une promulgation pour ce mois-ci, mais pas sûr qu'elle ait lieu tant les retours sont négatifs sur cette application. Si l'objectif de base est louable, savoir mieux connaître la faune marine qui peuple les calanques, dans les faits, vous l'avez entendu, tout sauf pratique à mettre en place. L'expérimentation devrait quand même poursuivre et être généralisée à toute la France à l'horizon 2026. J'ai un ami pianiste qui dit on a un point commun avec les pêcheurs, c'est qu'on est obligé de se servir des deux mains. Donc si on a la canne à pêche, on peut pas prendre le téléphone. On est quand même un peu champion dans ce genre d'idiotie, William Tay, non? Oui, bah c'est les règles de l'absurdité à la française, donc c'est à peu près classique, mais... Voilà, c'est à peu près classique, dit-il. C'est une nouvelle année, donc on va essayer de pas accabler notre pays davantage qu'il ne l'est déjà. Oui, d'accord. Vous pêchez, Madi? En France, non, en tout cas très peu. Ouais. Quand je vais en Afrique, oui, je pêche. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de Startup Nation dans ça, en fait. En France, on croit toujours qu'il faut ajouter de la tech pour que ça fonctionne, de la technologie pour que ça roule, alors qu'en l'occurrence, plus on rajoute de la tech, moins il y a de l'humain, et plus c'est le bordel. Le fait d'ajouter de la tech, c'est devenu un tic et on en prend des tocs. Absolument. Voilà. Ça, c'est bien dit. Et tac, envoyez la suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Vous réagissez, les auditeurs de Sud Radio, ça commence sur le compte X, ex-Twitter. Là, la petite consultation que nous vous proposons, hashtag top 50, hashtag personnalité politique. Jordan Bardella sera-t-il un jour président de la République? Ça réagit, on vous dit tout dans un instant. Les vraies voix ce soir sont Philippe Bouriaki, éditorialiste écolo, Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence, William Tay, président du think tank Le Millénaire. Attention, on y va, c'est le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il n'en reste plus qu'un seul dans le top 50. Les Macron, Le Pen, Philippe, Mélenchon sont tous à la traîne. Lui siège à la 30e place du haut de ses 28 ans. Jordan Bardella, président du RN, n'a pas de concurrent direct issu du monde politique dans le très attendu top 50 des personnalités préférées des Français. De quoi déclencher une rafale de supputations. Et cette question, objet de notre grand débat, donc hashtag top 50, hashtag personnalité politique. Jordan Bardella sera-t-il un jour président de la République? Vous réagissez au 0826 300 300 et vous continuez de nous donner votre point de vue sur X, ex-Twitter. Déjà un mot, les vraies voix. William Tay, sur le fait qu'il soit jeune, c'est assez rare qu'on donne quitus. Alors, évidemment, il y a eu Giscard d'Estaing, il y a eu Macron, mais à 28 ans, quelqu'un qu'on peut imaginer président de la République, c'est très rare, À 28 ans, oui, c'est quand même assez rare. C'est rare. C'est rare, c'est rare, parce que normalement, même en dessous de 30 ans, c'est quand même assez rare qu'on soit ministre, même si je crois qu'il y a eu Barouin et Gabriel Attal, je crois, qui ont été ministres à moins de 30 ans. Non, sur la question. Oui, Barouin a bien voulu accepter quelque chose, Oui. En général, il dit toujours non, mais là, il avait accepté, oui. Le point que vous posez, moi, que je trouve intéressant, c'est, il y a deux questions que vous posez. C'est un, c'est est-ce que Bardella a une chance d'être un jour président de la République avec les changements du RN? Il faut pas l'exclure, c'est possible.
L'autre point qui interroge, c'est que vous faites un lien entre le classement des personnalités préférées des Français et le fait qu'ils soient président de la République. Et là, malheureusement, il y a quand même une dissonance. Ça veut dire que dans tous les classements qu'on a eus, c'est rarement la personnalité préférée des Français qui gagne l'élection présidentielle. On se rappelle de Juppé, on se rappelle des différentes personnalités préférées qui n'ont jamais, ou Balladur, ou Jack Lang, qui n'ont jamais été président de la République. Ou François Baroin, mais il veut vraiment toujours pas. Voilà. Bon, salut le maire de Troyes. Il est toujours maire de Troyes. Hein, toujours maire de Troyes. Oui. Bon, et tenez-vous bien quand même. Les vraies voix, la consultation des auditeurs de Sud Radio sur le compte X, c'est historique. Hein. On est à 50-50. Bardella sera-t-il un jour président de la République? C'est 50-50 pile. Vous continuez, hein, vous essayez de faire pencher la balance. Philippe Bouriaki, sur cet aspect jeune, c'est encore un peu tôt pour imaginer, non? La France est un pays quand même assez conservateur et il faut bien comprendre que les jeunes ne votent quasiment pas et que les boomers, je ne veux pas leur manquer de respect, au contraire, eux savent que c'est important d'aller voter et ils vont voter. Donc est-ce que des boomers feraient confiance à un minot? Je suis pas si sûr. Vous avez parlé de qui siège à la 30e place, ça serait bien qu'il siège au conseil régional où il est élu. Comme ça, on pourra en discuter. Donc ça montrerait une certaine assiduité. Un petit tacle. Ouais, moi, souvent, avant les conseils régionaux, je mets sa photo et c'est la chanson de Conseil régional d'Île-de-France, donc. C'est ça. Oui, il a été tête de liste. Hein. On l'oublie d'ailleurs, avec un score pas terrible en région Île-de-France, comme quoi. Mais c'est pas la région Île-de-France qui fait, et encore heureusement, le président de la République. Mais je rejoins William, c'est pas exclu. Il a une bonne tête, il a la tête d'un gendre idéal, il parle bien, il présente bien, il a des arguments assez percutants, il met en déroute souvent ses contradicteurs, mais parce qu'ils sont pas d'un grand niveau. Et je pense que tant que Marine Le Pen sera là, il ne pourra pas exister sur ce plan-là, mais surtout par loyauté. Parce qu'il a une attache particulière avec la famille Le Pen et donc par loyauté, il ne se mettra pas à dos la sainte patronne. Alors vous avez évoqué quelque chose et je veux faire justement réagir la professionnelle de la communication qui est Madi Saïdi sur cet extrait que je vous ai choisi. Voici un exemple de l'aisance du jeune président du RN. Dans ce cas-là, il est face au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lui aussi un dévoreur d'espace médiatique. Jordan Bardella, écoutez, impose son rythme sur un plateau de télévision. Ce que vous dites là, M. Darmanin, me choque. Ouais. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur, qui est censé protéger les Français, nous explique que ce n'est pas lui qui décide de la politique d'immigration et qui décide qui entre et qui sort du pays, mais que ce sont les immigrés eux-mêmes. Ce sont les gens qui arrivent dans notre pays, qui décident eux-mêmes de ce qu'ils y font, de quelles aides sociales ils bénéficient, s'ils veulent partir, ils veulent rester, ils peuvent commettre 70 vols, de toute manière, ils restent, il n'y a aucun problème. Bardella. Donc ça, je vais vous répondre, donc ça c'est un échec majeur. Est-ce que l'Afghan retourne au Taliban? Est-ce que l'Afghan homosexuel, il retourne dans le... Oui, non mais... Est-ce que l'Afghan homosexuel retourne chez les talibans? Mais quel Afghan homosexuel? C'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes. D'accord, mais l'Afghanistan, est-ce que l'Afghanistan est un pays en guerre? Bon, alors j'ai choisi cet extrait. Alors d'un point de vue communication, on est bien d'accord que au moment de ce débat, bien sûr, il y a des moments où Gérald Darmanin reprend le dessus. Mais là, Madi Saïdi, vous êtes professionnel de la communication sur la manière de poser la voix, de mener le débat. Là, pardonnez-moi, mais il l'a bouffé là. Hein. Incontestablement, Jordan Bardella est un très bon communicant. D'ailleurs, on regarde son évolution, ses débuts et ce qu'il est aujourd'hui. Il a pris du média training, il s'est formé, il a tout à fait raison de le faire. Et effectivement, c'est un très bon communicant. Et là, en l'occurrence, sur cette séquence en particulier, je trouve qu'il a été particulièrement bon face au ministre de l'Intérieur qui n'a pas trouvé d'autre chose à lui rétorquer que l'homosexuel afghan, est-ce qu'il retourne chez lui? C'était pas tellement la question du débat. Ouais. Mais concernant la possibilité, la capacité de Jordan Bardella à être président de la République, écoutez, moi, je pense que ce n'est pas possible. Tant que Marine Le Pen sera en lice pour être présidente de la République, ça sera impossible. Pourquoi? Parce que Jordan Bardella, comme beaucoup de gens qui montent anciennement au FN et aujourd'hui au RN, ils doivent leur ascension politique à la famille Le Pen. Donc tant que la famille Le Pen a droit de vie et de mort sur Jordan Bardella, il ne pourra pas monter. Vous voulez dire c'est l'effet balle-trappe, c'est-à-dire on les lance et puis après, boum, quand ils sont en plein vol, on explose là. Ouais, d'accord. Et après, on n'est pas à l'abri que dans 10 ans, dans 15 ans, Marine Le Pen décide que c'est terminé et qu'effectivement, en tout cas, moi j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il peut être présent. Incontestablement, le RN c'est quelque part normalisé. D'ailleurs, on le voit dans ce
dans ce classement des personnalités préférées. Après, il faut pas s'emballer non plus. Il n'est pas 5e, il est 30e. Il est 30e, ouais. C'est le premier politique. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'il n'y en a aucun autre des politiciens dans le top 50. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est un garçon qui s'exprime plutôt bien. Il est plutôt intelligent. Il fait bon gendre aussi. Ouais, donc, il a beaucoup de qualités quand même qui font qu'aujourd'hui, il est en bonne position. Mais moi, je pense que tant que Marine Le Pen sera en lice pour être présidente de la République, il sera l'éternel second couteau. Sauf Madi, et c'est là où je revendique un petit peu d'espièglerie, pardonnez-moi, en ayant choisi cette question. Oui, c'est joli ça, c'est un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. C'est Philippe Bouriaki qui le dit donc sur Sud Radio à 17h37 en ce 2 janvier. Je continue. Oui, donc dans l'intitulé, je dis sera-t-il un jour président un jour. Allons au 0826 300 300. Qu'en pense Luc? Vous pouvez aussi donner votre avis, les auditeurs de Sud Radio. En plus, c'est Aude qui est au standard. Et Aude, il n'y en a pas une personne sur Terre qui vous répond aussi gentiment qu'elle. Et je sais de quoi je parle. Luc, vous êtes avec nous depuis le Péreux. Vous en pensez quoi? Vous auriez répondu quoi à cette question? Déjà, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le qualificatif que vous donnez à Aude. Oui, Luc, bravo. Et elle a une voix de velours. Oui, c'est vrai. Alors, sur Jordan Bardella, qui a une autre voix, mais bon, allez-y. Je suis pas tout à fait d'accord avec votre invité qui vient de s'exprimer. Madi Saïdi, oui. Madi Saïdi. Elle donne des qualités, je dirais, tout à fait bonhomme à Monsieur Bardella. Il est propre sur lui. Bon. Moi, je vois d'autres qualités. Je pense que ce qui plaît aux gens, c'est tout simplement le fait qu'il voit chez lui une droiture, une rigueur qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. J'ai regretté le dégagisme à l'époque où M. Macron a été élu et où il nous a présenté sa Dream Team absolument fabuleuse, des champions hors catégorie, avec Sibeth Ndiaye, M. Griveaux et consorts. Mais là, je vois un homme mature. Je vois quelqu'un qui est jeune, certes, mais qui a une certaine, qui montre une certaine rigueur, qu'il parle franc, il parle vrai, et on sent qu'il a l'intention de prendre à bras-le-corps les vrais problèmes des gens. Bon, ça c'est l'impression que ça vous donne. Je reviens vous voir, Luc, parce que justement vous allez rentrer dans le débat, comme les auditeurs de Sud Radio d'ailleurs qui le désirent au 0826 300 300. Mais ce que vous dites, ça corrobore l'une des conséquences, enfin l'une des données tirées de ce top 50 des personnalités préférées des Français. Jordan Bardella est le premier chez les sympathisants de droite. Je n'ai pas dit d'extrême droite, j'ai dit de droite. Sur ce que dit Luc, William Tay, et sur ça, il fédère beaucoup plus que dans le simple camp du Rassemblement national. Oui, Bardella a pas le même profil que Marine Le Pen. Marine Le Pen est plus populaire auprès de ce qu'on appelle les classes moyennes et les classes populaires, parce qu'elle incarne en fait. Quand vous voyez des photos de Marine Le Pen, vous voyez des vidéos de Marine Le Pen sur les marchés, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, etc. Elle est très populaire. Jordan Bardella a un profil de droite qui est beaucoup plus classique, ce qu'on appelait à l'époque RPR à l'ancienne, etc. Ou comme d'ailleurs il met des références à Sarkozy, à Fillon, etc. Ouais. Donc il parle pas au même. Les Pasqua Pandro de l'époque et voilà, tout ça. Il parle pas au même électorat que Marine Le Pen. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Luc. En fait, quand vous faites ce qu'on appelle les sondages qualitatifs, c'est-à-dire vous avez les sondages quantitatifs, c'est avec des chiffres, les sondages qualitatifs, c'est avec des qualificatifs sur qu'est-ce que vous pensez de Jordan Bardella. Et en fait, ce qu'on montre auprès de Jordan Bardella, c'est qu'il correspond aujourd'hui en fait à des souhaits profonds de la société française. C'est-à-dire que la société française veut aujourd'hui lutter contre l'impuissance publique. On dit aujourd'hui qu'il faut lutter contre l'immigration, on n'est pas foutu de renvoyer des gens qui sont victimes d'OQTF. C'est-à-dire qu'il y a que 4% des gens qui subissent une OQTF qui retournent effectivement chez eux. Vous voulez dire qu'il y a des problèmes d'apparence simples mais qui ne sont pas résolus de manière simple. Exactement. Oui. Et lui répond de manière claire et simple avec des principes. Vous êtes pour et contre, mais en tout cas, vous comprenez clairement ce que lui veut faire si par cas il était au pouvoir. Le deuxième point, je pense, qui est très important, c'est que vous avez des zigzags qui sont permanents dans la vie politique. C'est-à-dire que vous avez des gens qui changent d'avis tout le temps. On peut reconnaître à peu près au RN de pas changer d'avis tout le temps et de à peu près garder le même avis sur ce point. Une ligne directrice. C'est ça. C'est sur ces deux points majeurs
que Bardella et Marine Le Pen sont plébiscités. Le fait de lutter contre l'impuissance publique et également le fait d'avoir des convictions qui sont à peu près claires. Là où je mets une réponse qui est négative par contre, c'est comme vous dites un jour, si aujourd'hui ce sont les préoccupations des Français, est-ce que vous êtes sûr que demain, ce serait pas le cas dans 10, 15, 20, 30 ans? En cette année olympique, on pourrait parler de la belle incertitude du sport. En fait, il répond à un besoin qui est actuel. Mais il n'est pas sûr que ce besoin soit présent dans 10, 15, 20 ans, notamment si un gouvernement autre permettrait de répondre aux inquiétudes que je vous ai évoquées. Alors, je suis en même temps vos réactions, les auditeurs de Sud Radio, sur le compte X, ex-Twitter. Tout à l'heure, au moment où on a commencé le débat, c'était du 50-50. Et bien là, ça évolue un petit peu et ça vient juste encore d'évoluer. C'est marrant, je suis ça en direct. Vous êtes à 53% à dire oui, il sera un jour président de la République, à 53% contre 47%. Continuez, donnez votre avis. Il y a match là sur Sud Radio ce soir. On fonce à Perpignan. Simon est avec nous. Bonsoir Simon. Bonsoir Sud Radio et mes meilleurs vœux pour toute l'équipe de Sud Radio ainsi que tous les auditeurs. Merci, c'est super gentil. Alors bon, on est entre le Boulou et le Canet. On fonce à Perpignan. On vous écoute. Vous en pensez quoi? Moi, si vous voulez Jordan Bardella, moi j'occulterai à la limite le nom et l'idéologie politique. Je prendrais plutôt la personnalité. Et c'est vrai que ce que les gens veulent maintenant, c'est quelqu'un qui soit empreint réellement de sincérité. On a trop vécu là les mensonges les uns après les autres, mensonges par omission ou mensonges de toute façon souvent chiffrés. Donc on a envie un peu de sincérité, d'honnêteté et surtout de passion pour la nation française ainsi que les Français qui sont français, quoi. Ouais. Voilà, et donc on a vraiment envie de retrouver un peu de souveraineté et d'honnêteté, quoi. En fait, ce que vous êtes aussi en train de dire, Simon, pardonnez-moi, j'essaie toujours de faire une lecture au deuxième degré, c'est mon côté psychologue que je n'ai jamais été, enfin bref. C'est aussi de dire que, en fait, il prend position et d'une certaine manière, il ose dire les choses. Aujourd'hui, chez les politiques, on sent certains qui sont en train de s'imposer de la jeune génération. Je pense à Gabriel Attal. Vous, Philippe Bouriaki, est-ce que vous reconnaissez, on a bien compris que vous n'étiez pas pro Jordan Bardella, vous étiez plutôt contre, mais est-ce qu'il a cette capacité du politique à se mouiller un peu? Non, en vérité, il se mouille pas. Il prend une thématique simple que tout le monde comprend, tu l'as très bien dit tout à l'heure, William, des mots qui sont accessibles à tout le monde. Il n'entame pas un langage de technocrate qui use et qui saoule les gens. Et j'ai envie de dire un truc très simple. Vous avez 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés. Et quand tu fais ce ratio-là, tu dis, ah bah oui, c'est simple. Mais c'est efficace dans la tête des gens. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Le jour où il est aux manettes et qu'il est en phase de responsabilité, on l'a vu dans toutes les mairies qui ont été tenues par le Rassemblement national, ça a été une catastrophe. Une catastrophe parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas appliquer de fait, parce qu'il y a beaucoup de contraintes et des choses qui sont pas du tout évidentes. Mais quand tu es pris par un sentiment et une réalité souvent occultée, en tout cas par les forces de gauche, et ils ont pris cette thématique de l'immigration et de la sécurité à bras-le-corps, et on voit d'ailleurs les scores du Rassemblement national dans les corps de la police. Mais c'est pas pour autant qu'il faut dire qu'ils sont racistes, sauf que quand ils se sentent délaissés, qu'on s'est foutu d'eux, qu'ils sont entre le marteau et l'enclume, et que certains leur disent nous on vous aime, et qu'ils n'ont pas peur de dire qu'on aime la police. Avant Darmanin, Castex le disait timidement, il y en avait un, c'était Pasqua, mais personne ne disait oui, on aime nos flics, vous êtes nos anges gardiens, etc. Moi, quand j'étais à Europe Écologie Les Verts, j'étais qualifié d'extrême droite parce que je faisais mes vœux à la police nationale. Et vous étiez qualifié d'extrême droite par les gens d'Europe Écologie Les Verts. Tout à fait, parce que je suis pour l'autorité, je suis pour la sécurité. Bon, ce que vous dites, Philippe Bouriaki, vous mettez finalement en avant le côté populiste, c'est-à-dire que on met en avant, et surtout populaire, parce que je tiens à le dire, et c'est important. Le physique, vous savez qu'il y a 40% des gens, le jour d'une élection, ils ne savent pas pour qui ils vont voter, ils s'arrêtent devant les affiches, ils disent bon, celui-là il a une bonne bouille, il me plaît bien. Et la bouille de Bardella, qui est des fois assez insolent, et tu vois bien quand il a présenté ses vœux, il a la chemise ouverte, il n'a pas la cravate ni quoi que ce soit, donne un côté de proximité, de petit frère, de cousin, de grand-oncle, pour les tout petits. Et donc ça plaît. Sur le contenu de son discours, je retourne au 0826 300 300 avec Luc, qui est notre auditeur fil rouge du Perreux. Luc,
D'accord ou pas avec ce que dit Philippe Bouriaki sur le côté j'utilise un peu ce qu'on appelle maintenant les punchlines, c'est-à-dire les formules faites pour séduire. Est-ce qu'il est dans la facilité du dialogue politique ou est-ce que vous avez entendu chez lui un fond de jeu quelque part ? Écoutez, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne trouve pas que M. Bardella joue dans la facilité. Je pense qu'il joue la simplicité. Il n'est pas du genre, il semble pas être du genre à chouiner en permanence, comme certains députés à gauche, pour dire aux gens, ah là là, vous êtes malheureux, c'est pas bien, ceci, cela. Non, non. Il est direct. Certains pourraient dire qu'il est rigide. Moi, je pense pas. Il a la stature, je dirais, que devrait avoir un homme d'État. Il joue sur les peurs. Pardon, je suis vraiment désolé de vous couper, mais ce que vous dites, c'est super intéressant d'ailleurs à propos. Mais il accentue sur les peurs. Vous savez, quand on dit la fille s'est fait violer par un OQTF, s'il avait été expulsé, elle ne serait pas fait violer. C'est factuel et c'est vrai que c'est 1 + 1 est égal 2. Mais si il n'était pas né, donc ça ne serait jamais arrivé non plus. Donc il joue aussi sur les peurs et qu'il accentue que les autres ont délaissé. Luc, répondez, oui. Luc, oui. C'est spécieux votre raisonnement. S'il n'était pas né, c'est sûr. Mais monsieur, vous passez. Il joue pas sur les peurs, il joue sur la réalité. Vous croyez que que les gens ne s'aperçoivent pas qu'il y a tous les jours que le bon Dieu fait nos filles, nos femmes, nos mères, nos grands-mères qui se font violer par des gens pas sous QTF, mais que de toute façon viennent de l'autre côté. Bon, l'un des plus horribles personnages, c'est Michel Fourniret, par exemple, et il a rien de... Il vient pas de l'autre côté de la... Allez-y, continuez, Luc. Je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, c'est spécieux comme raisonnement. Toute civilisation assez barjo. Hein. Il joue pas sur les peurs. Les gens ne sont pas stupides. Ils voient ce qu'il se passe. Hein. Ils voient qu'ils ont de plus en plus de mal à faire les fins de mois. Ils voient tout un tas de choses. Il faut arrêter de considérer que les gens sont des benets. Hein. Et je trouve que Jordan Bardella, il amène les choses avec fermeté, avec conviction, avec des solutions simples. Voilà. Il y en a d'autres, peut-être, qui vont se faire jour. Hein, mais c'est très intéressant. Effectivement, Luc, j'ai bien noté ce mot de simplicité du discours, ce qui ne veut pas dire facilité. Hein. Simplicité, c'est permettre d'être entendu. Justement, je vous donne la parole, Madi Saïdi. Je voulais juste vous redonner l'évolution. On reste à 52% maintenant. Tout à l'heure, c'était 53, on a eu 50. Là, 52% de ceux qui répondent sur notre compte X, ex-Twitter, Sud Radio, pensent que Jordan Bardella sera un jour président de la République. Vous avez la conclusion, Madi Saïdi. Vous êtes spécialiste de communication. Voilà quelqu'un, en tout cas, qui commence sa carrière politique avec un vrai truc, quoi. Ah, c'est incontestable. Et je pense qu'il fera carrière politique. Quand on regarde même les rangs du RN aujourd'hui, il est très très loin devant. C'est incontestable. Et comme on le disait tout à l'heure, se faire élire, et d'ailleurs Macron a été l'exemple, c'est aussi un instant T. Aujourd'hui, peut-être que s'il était candidat aujourd'hui, en tout cas pour 2027, peut-être qu'il pourrait accéder à quelque chose. Sauf que 2027, a priori, c'est pas son tour. C'est le tour de Marine Le Pen. Oui. Voilà. Mais ça, c'est un autre débat d'ailleurs. Est-ce une bonne chose pour Marine Le Pen que Jordan Bardella ait ces résultats? Mais ça, à l'avenir nous dira. La politique, c'est aussi une question de circonstances. Être à un instant T au bon moment. Pour parler en français, donc je suis pas sûr que... Merci en tout cas à vous tous d'avoir répondu au 0826 300 300 sur le compte X. On reste à 52-48, mais ça continue, on se fait plaisir, on voit un petit peu ce que vous en pensez. Alors je disais, on se fait plaisir. Mais justement, on va se faire plaisir puisque voici le grand quiz blind test de ces vacances. Quel est le chanteur? Bon, je vous ai à chaque fois trouvé un petit thème de circonstances. On va parler de nos vœux de l'année 2024 à travers ces chansons. Allez, on se retrouve. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Ce soir, en ces deuxièmes jours de l'année 2024, nos trois vraies voix sont William Tay, président du think tank Le Millénaire. Et puis nous avons aussi Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence. Présent autour de cette table, l'éditorialiste écolo, Philippe Bouriaki. Et puis notre auditeur Luc Dupéreux, à qui on a demandé de rester puisque ça y est, c'est lancé, nous y allons. Voici le grand quiz des fêtes. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu.
Alors oublions tout ce qu'on s'est dit, Luc, parce que maintenant vous allez choisir quelqu'un qui n'est pas forcément de votre côté, mais qui peut être un petit peu plus calé en chanson. Vous y connaissez, vous, Luc, en chanson ? Absolument pas. Bon. Alors, choisissez soit William, soit Madi, soit Philippe pour faire équipe. Mais écoutez, je sens que ça va lui faire plaisir. Je choisis William Tay. On va faire une équipe d'enfer. Voilà, je suis très mauvais en chanson. Non, il dit ça. William. Ils disent toujours ça. Voilà, William a cette qualité d'humilité qui tente à dire que quand on lui met en avant ses qualités, il les minimise. Sauf qu'au bout du compte, il peut gagner. Donc, Luc, notre auditeur, avec William contre Philippe et Maïdi. Madi Saïdi, et non pas Maïdi Saidi. Voilà, hein, j'ai fait un petit peu, j'ai ripé, ne dites pas ce que... Bon, on y va, vous devez trouver l'interprète. Le thème, c'est qu'est-ce qu'on ferait bien pour se détendre en 2024. Attention, qui chante ça ? Voyage. Désirless, Philippe Bouriaki, mais très rapidement. C'est une blague. Madi Saïdi a bougé très vite aussi. William allait dégainer. Ah oui. Et j'ai même entendu en fond Luc au 0826 300 300 qui l'avait. Vous l'aviez, Luc, hein ? Oui, vous avez l'oreille fine. Oui. J'essaye, je fais aussi un peu de musique à mes temps perdus. Voilà. Donc, alors, pour Philippe et Maïdi, ça fait 1-0. Attention, trouvez-moi cet interprète. Là, c'est très serré. Est-ce que quelqu'un en régie peut m'aider pour me dire... C'est moi. Vous auriez dit Philippe Bouriaki. Oui. Ah non. Ouais, parce que Luc, je vous ai entendu aussi, Luc. Hein, je vous ai entendu. C'est pas moi le premier. C'était Philippe. C'est donc Philippe. Philippe est très rapide. Tout à l'heure, il nous parlait des arts martiaux. En fait, ça, c'est très vite. Voilà, c'est ça. C'est l'art martial, c'est un peu ça. Bien. Alors bon, vous avez fanfaronné. Au passage, on parlait du classement des personnalités préférées des Français. Jean-Jacques Goldman reste le premier, hein, bien sûr. Bah oui, puisque il se mouille pas. Donc forcément, quand on se mouille pas, je sais pas. Si vous nous entendez, Jean-Jacques Goldman, appelez-nous. Mec, t'imagines, il appelle, Aude répond, il dit mais super gentil, Aude, et il parle sur Sud Radio. Et là, il paye ses impôts en France, Goldman. Oui. Et Luc, vous dites quoi, Luc? Existe-t-il vraiment? Ça, c'est un sniper. Demain, je fais ça. Tiens, est-ce que Jean-Jacques Goldman existe? Alors attention, 2-0, troisième interprète. Et toi, tu me dis chérie, j'aimerais t'emmener danser. Morane, Philippe Bouriaki, vous êtes une légende. 3-0, la grande Morane. Luc, vous ne l'aviez pas? Non. Il faut aimer le Canada, mes amis. Non, le Canada, n'importe quoi. La Belgique. Non, c'était pas une déconnade. C'était une erreur, Philippe Bouriaki. Philippe Bouriaki, vous n'arrêtez pas d'avoir tout bon. C'est l'Indio au Canada. Morane, pardonnez-moi, parce que après les goûts et les couleurs, mais pour moi la plus belle voix de la chanson francophone de ces 30 dernières années. Morane, voilà, qui nous a quittés. Attention, c'est la balle de match. Qui chante ça? Fugain. Bien clair. Fugain, réponse de Philippe Bouriaki. Non, ce n'est pas Julien Clerc, Luc. Non, mais ce qui est bien de la part de Luc, c'est que vous y êtes allé. Quelque part, je me demande même si avant d'écouter la chanson, vous n'êtes pas dit, je vais dire Julien Clerc, ça peut passer. N'est-ce pas, Luc, non? On peut le dire, oui. Je l'ai tenté à Lisbrouf. Bon, alors, bon, il y a deux manières de voir le sport, c'est-à-dire uniquement les chiffres, mais il y a aussi le panache. Et le panache, vous pouvez encore l'avoir. Je parle à William et à Luc, notre auditeur. Vous pouvez encore trouver. Et d'ailleurs, il y a peut-être une chance. Qui chante ça? Fuguer, faire le pas de deux, le pas de côté. Que répond le vent partir en fumée. Non, ce n'est pas Carla Bruni. T'aimer. Et profitez-en, Philippe Bouriaki bloque. Ce n'est pas Angèle. Brûler tous les feux aussi, tu savais. Alors, fuguer, hein, c'est pas Gréco, non, bien sûr. On a envie de fuguer, par exemple, en 2024. Eh bien, c'est Juliette Armanet. Ah mince, alors là, alors là, non.
Bah celle qui a fait la alors, polémique avec Sardou. c'est la grande copine de Michel Sardou, effectivement. En plus, on n'est pas très copines, elle et moi, donc a priori, j'aurais pas trouvé. Bon, moi, d'accord. j'adore Sardou, alors. Bon, est-ce que on a encore la possibilité de sauver l'honneur? Enfin, je dis Luc et William. Je crois qu'il n'y aura pas pour William et pour moi. Ah non, là j'y crois. Allez Luc, écoutez bien. Jouez tous, hein, mais écoutez bien. Il tape sur des bambous et ses numéros. Ah oui. Ah bah là c'est... Luc, allez-y Luc. Non, c'est la ville. Oui, Luc, il est là le panache, Luc Duperreux. Il est là le panache. Les gens vous applaudissent. La France vous applaudit, Luc. Il tape sur des bambous et c'est numéro 1 sur Radio Jamaïque. Il a des copains. Eh oui. Allez, une petite dernière. Parmi les vœux de 2024, j'ai imaginé ça. Car depuis chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Oui, Serge Lama. Ça fera 4-2. Ils sont pas mal mes vœux pour 2024, hein, les petites femmes de Pigalle. C'est Benoît, notre réalisateur. Benoît, notre réalisateur, me dit mais t'es sûr dans les vœux là, c'est ça l'accroche? Je viens de recevoir. On a reçu un texto de Pardieu. Il a dit je viens avec toi. Strauss-Kahn aussi, il se joint à l'équipe. Arrêtez, vous allez me faire avoir des ennuis. Bon Luc, on se retrouve tout à l'heure, hein, pour la grande question de 18h40. Bravo à vous quand même, vous avez sauvé l'honneur Luc. Merci William. Merci William. Ouais, William, en fait je vais vous en annoncer une nouvelle. William Tay est présent ce soir dans l'émission des Vraies Voix. Allez, à tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. C'est parti pour la deuxième mi-temps de ce match terrible, un match à plusieurs où il y a les trois vraies voix bien sûr et vous les auditeurs de Sud Radio, que ce soit via le compte X avec ce Twitter, sur Facebook et puis au 0826 300 300. Les trois vraies voix ce soir sont Philippe Bouriaki, éditorialiste écolo, Madi Seidi est conseillère en communication d'influence et auteur de Françaises venues d'ailleurs, auteur ou autrice, hein, vous préférez quoi? Je préfère auteur. Ouais, il y a des gens qui disent autrice. Oui. Bon, alors que si par exemple au Canada, eux, ils ont tranché les féminisations de tous les mots en heure, c'est euse. Donc vous auriez pu être une auteuse. Ouais, ils disent ça. Moi j'aime bien le euse. Voilà. Et puis William Tay, président du think tank Le Millénaire. Vous préférez quoi? Euse, is, it, it's? Je préfère auteur. Ouais, auteur. Comme m'a dit. L'écriture inclusive. Hein, très bien, oui, alors ça c'est encore autre chose. Bien, tout cela vous allez réagir évidemment dessus, chers auditeurs de Sud Radio. On fonce sur les réseaux sociaux. Le Top Click. Les Vraies Voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et c'est le retour de Louis de Kergorlet. Louis, alors là, je sens que le petit sujet que vous avez trouvé là va déclencher la foudre. Pour votre Top Click du jour, vous allez essayer de nous expliquer cette histoire folle qui mélange à la fois un manga, la France insoumise et des accusations d'antisémitisme. Allez, on y va, c'est parti. Voilà, effectivement, ça part un petit peu dans tous les sens, donc accrochez-vous. Donc au départ, vous avez le manga One Piece, qui est à l'heure actuelle le plus populaire au monde. Donc comme dans toute bonne histoire, vous avez des bons et des méchants, et parmi les nombreux méchants, vous avez cette caste de dirigeants qui s'appelle les dragons célestes. En quelques mots, c'est une caste d'ascendance divine qui opprime la population mondiale sous prétexte qu'ils sont des êtres inférieurs. Ça, c'est du fictif, hein, c'est une fiction. Oui, exactement. Et depuis quelques mois, beaucoup de posts sur les réseaux sociaux emploient ces personnages de fiction pour faire passer leurs opinions antisémites. C'est une technique assez répandue pour contourner les outils de censure. C'est ce qu'on appelle du dog whistling. Donc vous employez un mot pour un autre. Donc ça c'est pour la partie manga, et là on en arrive donc au sujet d'actualité, le député David Guiraud de la France Insoumise qui est accusé de dog whistling. Donc David Guiraud est visé par une plainte de l'Observatoire Juif de France pour des propos antisémites tenus il y a 2 mois. C'était une conférence à Tunis, il avait notamment accusé Israël de mettre des bébés dans les fours. Donc visé par cette plainte, le député répond sur X avec une image extrait du manga One Piece. Sur cette image, on y voit un homme de main sentant sa fin proche et dire que les dragons célestes veulent sa mort. Donc forcément, quand David Guiraud répond à l'Observatoire Juif avec ce tweet, ça peut donner des airs de « les personnes de confession juive veulent me faire taire ». Donc depuis, le député a retiré son tweet et s'est excusé. Donc je cite « Les dragons célestes ne sont pas une religion, une race, et si vous le pensez, vous avez mal lu One Piece. C'est une alliance, c'est une alliance militaire de gens puissants qui écrasent les autres. Ils ne sont pas détestés pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font aux autres. Mais je ne veux heurter personne, donc je préfère supprimer. » Alors pour l'instant, ni
le CRIF, ni l'Observatoire juif, ni même LFI n'ont réagi à cette polémique. Ça fait un peu l'idée, enfin ça donne l'idée de quelqu'un qui fait une blague en soirée, qui a fait un bide et qui essaye de se rattraper. Ça fait un peu ça. Alors bon, on va pas critiquer David Guiraud, mais du coup sur le, dommage. Allez, si on va le critiquer, allez-y, vas-y Saïdi. Eh ben, David Guiraud est pris à son propre jeu. C'est qu'il a l'habitude de faire ce genre de tweet assez sombre, il y a des dits, il y a des non-dits. Et là, en l'occurrence, il a joué, il s'est fait prendre. Il s'est fait prendre et c'est pas plus mal que des gens ont eu des captures d'écran. Et il s'expliquera en disant, moi personnellement, je connaissais pas du tout. Alors, je vis peut-être dans un autre monde. Je ne lis pas de manga, je ne connaissais pas du tout One Piece. En tout cas, j'avais déjà entendu le nom, mais je connaissais pas du tout les groupes qu'il y a dans ce machin. Mais honnêtement, en lisant son tweet et connaissant les propos tenus par David Guiraud, moi dans ma tête, ça m'a dit oulala. C'est comme ça que moi je l'ai perçu. Je peux comprendre que certaines personnes le voient comme ça. Ouais, David Guiraud, donc LFI. Alors ça relance aussi des propos de Jean-Luc Mélenchon. Au bout d'un moment, c'est plus du buzz là, non, Philippe Bouriaki? Non, je pense que ça commence à devenir viscéral. On parle bien du même David Guiraud qui en Tunisie nous expliquait que le bébé dans un four c'était une invention de l'armée israélienne, sioniste, qui commettait un génocide. On parle bien du même David Guiraud. Donc Guiraud, pardon, parce que Guiraud c'est l'autre. Donc voilà, rien à voir. Après, faut assumer. Vous savez, moi j'ai un profond respect idéologique envers mes ennemis qui assument. Un type pour qui je respecte pour ce qu'il est et qui défend ses combats malgré que nous sommes ennemis, c'est Serge Ayoub, alias Batskin, qui assumait clairement ses idées. Donc, soyez courageux, monsieur Guiraud et les gens de LFI, assumez vos idées, dites que vous êtes carrément antisémite, et puis comme ça, il n'y a plus de débat. Bon, alors, il faut qu'on avance. C'est vrai qu'on aurait pu tous parler. Merci Louis de Kergorlet. Bon, c'est un sujet. On va y revenir quand même. Là aussi, même chose. On va suivre ce feuilleton. Vous l'avez pas entendu, William T. C'est normal. C'est par lui que va commencer le tour de table. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Allez, c'est parti, nos trois vraies voix ont choisi leur sujet et William T veut revenir sur les élections à Taïwan. On n'oublie pas Taïwan, ce qu'on appelle la Chine nationaliste, qui ont la pression chinoise. Élection Taïwan, vous dites, va-t-on vers un conflit USA-Chine ? Oui, parce que en fait, on a 3 zones de tension géographique qui peuvent conduire à ce qu'on appelle une 3e guerre mondiale. On a le conflit entre l'Ukraine et la Russie qui a débuté en février 2022. On a le conflit entre Israël et Palestine qui peut devenir un conflit régional entre les puissances arabes et Israël, et donc du coup qui peut s'étendre à la fois à l'Iran d'un côté, donc Chine et Russie d'un côté, et également OTAN, Occident et États-Unis de l'autre. Et on a le 3e conflit qui est le plus important parce que c'est là où il y a le plus d'argent, où il y a le plus d'intérêt par les grandes puissances, c'est le conflit de Taïwan. Il faut rappeler qu'à Taïwan se joue 50% du PIB mondial, donc les Américains veulent les composants notamment les composants électriques qui sont nécessaires à la rupture technologie américaine, donc leur tournant dans la Silicon Valley avec le tournant technologique. Ce que veulent les Américains, c'est qu'ils veulent garder le contrôle du Pacifique pour s'assurer une contrôle de domination mondiale. C'est pas une politique menée par Trump, c'est pas une politique menée par Biden, c'est l'ensemble des Américains qui veulent affronter la Chine pour pas que la Chine devienne première puissance mondiale. Et pour cela, ils font ce qu'on appelle la vieille politique du containment qu'ils avaient fait lors de la guerre froide, contre l'URSS, c'est-à-dire contenir l'influence chinoise et donc soutenir l'ensemble des puissances qui voudraient s'opposer à la Chine. Et donc Taïwan, dans le 13 janvier prochain, va se jouer une élection où se jouent les partisans d'une Taïwan plutôt pro-Chine. C'est une présidente actuellement. C'est une présidente qui est plutôt très hostile à la Chine, qui est actuellement présidente, et son vice-président est actuellement candidat. Donc il y a 2 opposants. Il y en a un qui est plutôt tourné vers les États-Unis et l'autre qui est plutôt tourné vers la Chine. En fonction de cette élection, le président chinois Xi Jinping pourrait conduire à ce qu'on appelle une invasion de Taïwan si par cas les résultats ne lui convenaient pas. Il y a toujours des exercices menés par la marine chinoise notamment. Et nous on a travaillé sur ce sujet, donc on a potentiellement une date cette année auquel la Chine pourrait envahir Taïwan. C'est après le 6 novembre 2024, parce qu'à ce moment-là, Joe Biden, vraisemblablement, si les sondages se confirment, serait battu à l'élection présidentielle, mais resterait président des États-Unis jusqu'à janvier 2025. Donc entre novembre 2024 et janvier 2025, il y a une vacance du pouvoir. Si Xi Jinping décide d'envahir Taïwan, qui prend l'ordre
d'envoyer les GI américains à Taïwan? Est-ce que c'est Donald Trump ou est-ce que c'est Joe Biden? Et là, il y a un conflit auquel pourrait s'engouffrer Xi Jinping, comme ça a engouffré Vladimir Poutine en Ukraine, avec beaucoup d'élections en Europe en 2022. Ça reste de la politique fiction, mais on est, vous nous l'avez rappelé, William T, dans du concret, et c'est un des travaux que vous menez avec votre think tank, le Millénaire. Ce qu'on doit faire, et ce que fait par exemple tous les services de renseignement et tous les services d'intelligence de tous les pays, c'est qu'ils étudient toutes les possibilités possibles. Il y a cette date-là qui est possible. Après, il y a d'autres éléments qui permettent de dire que c'est pas cette date-là. Mais en tout cas, le fait que Xi Jinping a dit dans ses vœux de fin d'année, le président chinois, qu'il voulait une réunification de Taïwan, même par des moyens militaires, et le fait que Joe Biden a confirmé qu'il enverrait des troupes américaines défendre l'île, fait qu'on ne peut pas exclure un conflit mondial entre la Chine et les États-Unis qui conduirait les deux plus grandes puissances de l'histoire à s'affronter sur un terrain militaire. Très bien, j'allais vous souhaiter une bonne année. Du coup, bon, on va passer un petite respiration, puis on revient après la suite du tour de table. Les vraies voix, ça se poursuit, la suite du tour de table avec, donc, vous l'avez entendu, William Tay, mais aussi Madi Saïdi et Philippe Bouriaki qui sont avec nous. C'est vrai que ça va pas très bien sur la planète quand même. Allez, on garde le moral. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Nous passons une bonne soirée avec vous. Vous n'hésitez pas. Tout à l'heure à 18h40, le coup de projecteur. Vous avez entendu, ça y est, on doit maintenant trier aussi le compost, les épluchures, tout ça. Donc, va falloir s'y mettre. Ce sera des poubelles marron. Il y a plusieurs couleurs, etc. Hashtag compost, hashtag collectivité locale. Les Français sont-ils prêts à respecter les obligations du tri sélectif? Oui, peut-être, mais pas pour tout le monde. Il y a quand même des déchets qui traînent un peu partout alors qu'il y a des poubelles très identifiées. On verra ça tout à l'heure. Réagissez sur le compte X Twitter ou au 0800 26 300 300. Mais maintenant, nous continuons le tour de table avec nos trois vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. C'est exactement ce qui se passe. Nos vraies voix sont intelligentes et donc peut-être un peu fatiguées. Non, toujours pas. C'est ce qui prouve vraiment qu'il y a intelligence. Alors, le tour de table se poursuit après William Tay et son très optimiste constat de la situation à Taïwan. Nous passons à Madi Saïdi. Madi, 8000 artistes contre-attaquent et sortent du silence quant à la tribune de soutien à Depardieu. Allez, c'est à vous, vous nous relancez le feuilleton. Oui, je relance le feuilleton Depardieu. Alors, pour rappel, c'était une tribune en soutien à Depardieu par Yanis Eziadi, qui serait un proche de Reconquête. Donc ça, c'est embêtant parce que les artistes, pour être un bon artiste, il faut être de gauche. Donc ça, c'est embêtant. Donc il fallait dézinguer ce garçon. Et je n'ai aucune sympathie pour Depardieu. Néanmoins, c'est vrai que Faudel, quand il a chanté pour Sarkozy, il s'en est parmi. Il est mort, le pauvre garçon. Et il y a aussi eu un Doc Génico aussi qui... Oui, aussi. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy, le pauvre, sa carrière s'est arrêtée. Enfin bon, là, c'est Reconquête, c'est encore autre chose. Oui, c'est encore autre chose, absolument. Absolument. Et en fait, je voulais mettre en lumière cette fameuse tribune de 8000 artistes qui sortent de je ne sais où, entre ceux qui se dédisent d'avoir signé la première tribune, on en a 8000 qui arrivent et qui la contre-attaquent, Depardieu. Et moi, ça ressemble un petit peu à cette querelle des modernes et des anciens. Alors on a les modernes qui voudraient tuer le père, Depardieu, puisqu'il est malgré tous ses défauts, ça a quand même été une figure du cinéma et c'est une star du cinéma, ça on ne lui enlèvera pas. Et ce qui m'étonne d'autant plus, c'est que les artistes ont souvent cette espèce d'indignation sélective. Moi, j'aurais aimé entendre ces 8000 artistes pendant les émeutes urbaines. J'aurais aimé entendre ces 8000 artistes pendant la réforme des retraites. C'est pas très grave, ils vont avoir une retraite en or, donc voilà. Et je voulais dénoncer ces artistes qu'on ne voit jamais, qui sont toujours planqués et qui du jour au lendemain apparaissent. Moi, j'aimais ces artistes qui étaient de vrais artistes engagés. Je pense à Coluche et à tant d'autres qui, honnêtement, en avaient rien à foutre de prendre des risques, en avaient rien à foutre de se griller et qui allaient parce qu'ils avaient des convictions. Et là, moi, cette tribune de 8000, elle ressemble plutôt à 8000 qui veulent être propres, qui veulent être devant et qui veulent quelque part en découdre avec cet ancien monde du cinéma. Ouais. Alors bon, c'est très important, Madi Saïdi, ça n'aura échappé à personne, vous êtes une femme. Dans cette affaire, ce sont les féministes, ce sont les femmes qui disent attention, on arrête avec ces habitudes machistes. Là-dessus, vous nous dites quoi, comme le président de la République, qu'il faut laisser faire la justice, c'est ça? Oui, effectivement, d'abord, il y a un souci dans ce pays, c'est que maintenant, on passe d'abord devant le tribunal
tribunal médiatique avant de passer devant la vraie justice. Et un autre souci, moi je suis en tout cas ce qu'on appelle aujourd'hui féministe. J'ai fait partie de tous les combats de ma génération pour les causes féministes. Mais il y a un souci, moi je ne me reconnais pas dans ce qui est devenu le féminisme aujourd'hui en France. Moi, mon féminisme, c'est des Simone Veil qui se sont battues pour des vraies causes. Pour moi, l'homme, ce n'est pas mon ennemi de caste, mais plutôt mon alter ego. Voilà, et moi j'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec toutes ces femmes qui sortent aujourd'hui de nulle part, qui parfois acceptent des situations difficiles. Je fais de la politique depuis que j'ai 14 ans et effectivement oui, il existe des hommes tordus comme il existe des femmes tordues. Et j'ai eu affaire parfois à des situations de harcèlement, mais moi contrairement à elle, j'ai mis un stop tout de suite. Voilà. Et il faut être capable, il faut prendre son courage à deux mains. Et je trouve que c'est très dangereux ce à quoi on joue aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui tous les hommes sont des violeurs, tous les hommes sont dangereux. Dès qu'on pointe du doigt un homme, sa carrière, elle est terminée. Et vous parliez du féminisme à la Simone Veil. Vous avez certainement vu tous le film consacré à Simone Veil et qui frappait fort les personnes enfermées dans les camps de concentration. C'était aussi des femmes. Il y a juste ça à rappeler. On enchaîne avec le tour de table. Philippe Bouriaki. Philippe, vous voulez revenir sur les otages. Vous dites otages, on ne vous oublie pas. On ne vous oublie pas et on ne vous oubliera pas. Justement, ça me permet de rebondir ce qu'a dit juste avant ma collègue. Les féministes de gauche, on les a pas entendus lorsque des Israéliennes ont été violées, ont été torturées, leurs parties génitaux découpées. Et pour celles qui sont encore en vie, physiquement, mais psychologiquement, lorsque vous êtes détenu quasiment depuis plus de 2 mois, on se demande bien si vous êtes encore en vie et l'instinct de survie fait que on vous demande inconsciemment de tenir. Nous, on veut leur dire, quand je dis nous, je parle des amis de l'UJF, des amis du collectif du 7 octobre. Vous le rappelez, UJF, s'il vous plaît? C'est l'Union des étudiants juifs de France, le collectif du 7 octobre, avec mon frère Michael Sherman de Charenton. Nous continuerons à diffuser vos photos, à diffuser vos noms, et tant que vous ne serez pas tous à la maison, et je rappellerai que nous avons perdu 41 de nos enfants de notre nation et que 3 sont, selon le Quai d'Orsay, le chef de l'État, portés disparus, mais qui sont otages aux mains de terroristes. Et je fais bien la différence entre les civils palestiniens qui sont aussi otages de ces terroristes du Hamas. Nous vous le disons, nous vous oublierons jamais. Est-ce que, William Tay, il y a une sous-couverture médiatique de cette présence d'otages? Rappelons qu'à l'époque, notamment des otages au Liban, tout ça, il y avait un rappel dans les journaux chaque jour. Je pense qu'il y a eu plusieurs temps du conflit. Au premier temps, on a été très marqué par ce qui s'est passé lors du 7 octobre et il y a eu un soutien quasiment unanime, hormis la France insoumise, de la classe politique envers Israël. On s'est ensuite après très concentré sur la question des otages parce qu'il y a beaucoup d'otages binationaux, français, européens, américains, etc. Ensuite, après, la question qui s'est posée très rapidement, c'est est-ce que la stratégie de Netanyahou pour prendre Gaza était la bonne pour éviter un ensemble de contraintes qui étaient très fortes dans la mesure où c'est l'opération militaire la plus complexe de tous les temps. C'est-à-dire qu'il doit à la fois envahir Gaza, qui est la population la plus densément peuplée. Or, on sait depuis l'invasion de Mossoul, lorsque c'était pris en compte par Daesh, que les attaques de villes urbaines sont très compliquées, parce que vous avez beaucoup de pertes militaires, etc. En plus, après, il faut éviter le fait de mettre le feu dans la population, dans l'opinion publique arabe, en Arabie Saoudite, en Iran, etc., pour éviter ce qu'on appelle une régionalisation. Tous les voisins. Après, il faut éviter ensuite de faire peur aux opinions publiques occidentales pour qu'elles se retournent contre leur propre gouvernement, pour que les opinions de chaque gouvernement ne se retournent pas contre Israël. Ça veut dire qu'on y va à tâtons. C'est très compliqué et surtout, c'est ce qu'on a compris depuis, c'est que Netanyahou n'a pas pour objectif premier la libération des otages, mais la destruction du Hamas. Or, je pose juste cette question en termes de stratégie. Est-ce que vous avez vu un seul gouvernement envoyer pendant 21 jours des bombardements et ensuite après prendre Gaza comme ça, si son but premier c'était de libérer les otages? C'est tout ce que je pose comme question. Madi Saïdi, en 10 secondes, la communication de la présence et le rappel dans les médias de ces otages, c'est une arme aussi diplomatique, hein, qu'on n'utilise pas. Oui, absolument, c'est une arme diplomatique. Il y a quand même quelques Français. On en a une, je crois, on en a quelques-unes, en tout cas, qui sont revenues il y a pas si longtemps que ça. Et malheureusement, je trouve effectivement, on a la temporalité peut-être du conflit a changé et on n'utilise pas assez cette arme diplomatique. D'ailleurs, j'ai même l'impression
qu'on l'a un petit peu oublié, on l'a un petit peu passé aux oubliettes, et ça, c'est un vrai souci. Merci à vous trois. Dans un instant, les vraies voix sur Sud Radio reviennent. Ça ne vous fait rien d'être passé en 2024, vous les auditeurs? Oui, ça fait quelque chose. On a tous envie, on a tous envie notamment de demander des choses au gouvernement. C'est le challenge que nous avons proposé à nos trois vraies voix. Que demandez-vous au gouvernement? Une chose seulement pour 2024. Faites votre choix aussi de votre côté. Les vraies voix nous disent tout ça avant, bien sûr, le 18h40, le coup de projecteur. On vous rappelle la question. Êtes-vous prêts? Les Français sont-ils prêts à se lancer dans les défis, dans les obligations du tri sélectif? À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. 2 janvier 2024, bientôt les vœux de tous vos élus, les vœux du maire, les vœux du député, les vœux du conseiller régional, les vœux des ministres, du président, enfin ça y est, c'est déjà passé. Que vous leur demandez-vous, les auditeurs de Sud Radio? Que nos vraies voix leur demandent-ils? Philippe Bouriaki est avec nous, Madi Saïdi également, William Tess. C'est parti, les demandes pour 2024. Les vraies voix Sud Radio. Mes chers compatriotes, je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2024. Nous allons rechercher des compromis, des accords. Nous serons à l'écoute des propositions qui seront faites. Bon, vous l'avez compris, que ce soit Madi Saïdi, Philippe Bouriaki ou William Tay, ils ne sont pas du genre à demander juste de l'amour et de la compassion. Alors, on commence. Allez, au hasard. Demande de Philippe Bouriaki. Allez-y, vous parlez des subventions aux associations. Tout à fait. Je voudrais m'adresser, bien évidemment, au gouvernement, mais en particulier à Sabrina Agresti-Roubache. Madame la ministre, s'il vous plaît. Il y a quelques jours, accompagné de Mamassi, de Dawari Dorsaf, de l'association Humanitaria, nous avons fait... on nous a tous qualifiés de dingues lorsque Mamassi a envoyé cette proposition. Nous avons distribué des beignets de Hanouka, qui est une fête juive, par des enfants musulmans à des enfants chrétiens. Mais c'est génial, ça. Oui, c'est génial après coup, mais au moment où tu dis je vais le faire dans un moment un petit peu de tension, on vous a tous regardé, on se dit que vous êtes des hommes et des femmes morts. Ouais. Alors Mamassi a eu ce courage extraordinaire et cette volonté qu'ont les femmes de dire nous on va dépasser, on va vous montrer ce que c'est la citoyenneté, et ça s'est fait où, la laïcité. Ça s'est fait à Étampes, ça s'est fait à Franconville, ça s'est fait à Paris 19e et ça s'est fait à Aubervilliers. D'ailleurs, je remercie. Donc plusieurs villes d'Île-de-France, je le dis, Essonne, Val d'Oise et Seine-Saint-Denis. C'est ça, et ça s'appelait la Hanouka des quartiers. D'ailleurs, Mamassi avait initié l'année dernière le Noël solidaire et le l'Aïd fraternel. Donc à chaque fois, à chaque thème, nous étions présents auprès d'elle. Et d'ailleurs, je la remercie parce que faut vraiment avoir un courage incroyable. Et on a prouvé que ça marchait. Et donc, je dis à la secrétaire d'État, il faut vous appuyer sur celles et ceux qui sont sur le terrain au quotidien. Moi, je pense à Loufiane avec l'association Lolidez. Je pense à mon frère Hamid Karmani avec Quartier dans le Monde. Je pense à toutes ces associations qui sont dans les territoires. Et il ne faut pas évidemment oublier les zones rurales. Appuyez-vous sur eux. Arrêtez de couper les subventions. Donnez-leur les moyens de créer le premier maillon de la chaîne de cohésion sociale et de vivre ensemble dans le respect, bien évidemment, de notre République et la laïcité. Eh bien, soyez remerciés pour ce beau vœu et cette belle demande pour 2024. Demande maintenant de Madi Saïdi. Oh là, c'est technique. Dissolution, vous dites? Oui, absolument. Ouais. Absolument. Alors moi, mon vœu, c'est que le gouvernement, le président de la République, prenne ses responsabilités et qu'il ait le courage, enfin, de dissoudre. Il faudrait une dissolution parce que là, en plus, on entendait Madame Borne dire qu'elle irait écouter les uns et les autres, qu'elle prendrait les bonnes idées ici et là. Il y a un espèce d'aveu. Une espèce d'aveu, oui, absolument. Une espèce d'aveu d'incompétence, de se dire on va pas y arriver nous, donc il faut qu'on essaie d'écouter les autres et de faire avec les autres. Et pourquoi pas tout déconstruire pour tout reconstruire avec des gens qui ont envie de faire ensemble, des gens qui ont des intelligences peut-être différentes, mais qui feront en sorte que la France fonctionne pour de vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté, c'est un choc psychologique, c'est comme quand on change d'entraîneur dans une équipe de foot. Alors vous allez me dire oui, mais ça peut tout changer. Ouais. Absolument, ça peut être un choc, mais parfois le choc, il faut qu'il ait lieu. Il faut que ce choc ait lieu, et c'est tout à fait ce qu'expliquait tout de suite
mon collègue, et je trouve ça vraiment superbe comme idée. Moi qui suis cette année une formation à Sciences Po sur le vivre ensemble, je trouve ça génial. C'est super, oui, cette fête là, ce genre d'initiative. Ouais. Et voilà, c'est ça c'est encore prendre les bons, prendre ceux qui ont des idées, qui sont différents mais qui veulent marcher ensemble. Donc c'est peut-être l'occasion pour le gouvernement de le faire. Alors je note bien que, et vous l'avez vu dans le jingle du début d'ailleurs, on entend le président de la République, on demande au gouvernement, mais c'est lui qui nomme le gouvernement. Donc vous n'avez pas demandé au gouvernement de s'auto-dissoudre, dissoudre. Oh là, j'étais mal parti là. Là, j'ai ripé là. On va dire que sur les pentes de ski, j'étais pas bon. Bon, mais oui, monsieur Duss, oui. En revanche, donc effectivement, pour le président de la République, une adresse au président de la République de prendre son courage en main et de dissoudre ce gouvernement. Pour que 2024 soit vraiment la belle année comme il nous a souhaité, peut-être qu'il faudrait aussi qu'il ait le courage de faire certaines choses. C'est noté. Oh, d'ailleurs, on saura peut-être très rapidement si vous avez été entendu, si vos vœux sont exaucés. Alors dans ce cas-là, le président, je l'aimerais, mais alors il est 18h, il est 18h36 sur Sud Radio. Madi Saïdi vient de faire une déclaration. La demande maintenant de William Tay pour 2024, ça concerne la recherche, les dépenses. On est là ? Oui, moi j'avais mis ça parce qu'en fait j'avais eu en avance les demandes de mes collègues, donc du coup j'ai pas réussi à trouver grand chose à demander à Emmanuel Macron. Et je me suis dit tiens, qu'est-ce qui manque en gros au pays ? C'est que je pense que la difficulté c'est qu'on n'a pas de cap en fait, on sait pas où on va. C'est difficile de savoir aujourd'hui. Moi, si vous me posez la question en regardant les vœux ou c'est quoi l'objectif hormis de fêter les JO et qu'on soit tous heureux en se tenant tous la main, je n'ai pas trop compris l'objectif, donc je lui demanderais juste ça. Il y a un paradoxe français, c'est-à-dire qu'on est le pays qui paye le plus d'impôts, on est le pays qui dépense le plus d'argent, et malgré tout, à chaque fois qu'on interroge, comme vous l'avez dit, on manque d'argent pour les associations, on manque d'argent pour les subventions, on est le pays qui dépense le plus d'argent pour les dépenses sociales, malgré tout, on est un des pays qui a le plus grand nombre de pauvres, il y a 10 millions de pauvres maintenant, il y a des personnes qui mangent pas à leur faim, donc il y a quand même un sacré paradoxe, c'est qu'on dépense beaucoup, on prélève beaucoup, mais on ne sait pas où est passé ce foutu argent. Donc la question qu'on se pose, c'est Monsieur aussi, vous en avez fait une, ce foutu argent du coup. Chacun la nôtre. Voilà. Chacun la nôtre. Monsieur le Président, est-ce que par cas vous pouvez pas entamer une révolution fiscale pour faire en sorte que soit de rendre l'argent aux Français, soit faire en sorte que l'argent des Français soit dépensé correctement? C'est entendu, les vraies voix ont parlé, vous n'hésitez pas au 0826 300 300 à réagir. Dans un instant, c'est le coup de projecteur. Alors là, on vous attend. Soyez tous honnêtes. Le tri sélectif, ça a commencé, les poubelles, les couleurs, etc. On met d'abord. Qui respecte bien ça? Je me suis fait une petite balade avec mon chien, je salue Lenny, je le balade comme ça. Ils ont mis des grosses poubelles avec des couleurs. J'ai jamais vu autant de détritus autour. C'est à se demander si les gens se sont dit, je sais pas de quel côté je le mets, je le jette. Eh bien, non mais c'est terrible. Et en plus, depuis le 1er janvier, alors ça c'est une superbe idée, le compost. Ça se récupère, c'est super intelligent, mais ça va être encore une nouvelle couleur, c'est marron. Et nous vous posons la question, compost, collectivité locale, ça ce sont nos deux hashtags. Les Français sont-ils prêts à respecter les obligations du tri sélectif? Et d'ailleurs, nous aurons, pour nous éclairer, Isabelle Lacour, qui est fondatrice de Linken, qui est une entreprise de valorisation des biodéchets en compost. Vous verrez, elle nous expliquera qu'il y a vraiment de l'enjeu, et ça c'est sûr. Maintenant, l'enjeu, c'est que on joue tous le jeu. Vous avez compris. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Allez, on revient, on revient. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Si Camille ne prend pas sa voiture pour aller à la boulangerie, ce n'est pas parce qu'avec son assurance auto Petit Rouleur Alliance, moins elle roule, moins elle paye. Non, c'est parce qu'elle n'a jamais su résister à un éclair au chocolat. Alors pour se donner bonne conscience, Camille va à la boulangerie à vélo. Avec les forfaits kilométriques Alliance, vous pouvez économiser jusqu'à 25% sur votre assurance auto. Conditions sur alliance.fr. Alliance, avec vous de A à Z. Sud Radio Mont-de-Marsan. 94.1. Sud Radio. Exclusif chez Conforama, 10% de remise supplémentaire pour l'achat d'un matelas et d'un sommier 160 cm et plus. Grande largeur, grandes économies. Conforama. Jusqu'au 22 janvier, voir conditions sur conforama.fr. En ce moment, votre Seat Ibiza Copa est à partir de 119 € par mois, avec un premier loyer de 0 €. Oui, d'accord, mais ça, c'est sans les roues. Si, avec tout.
Même le volant, même les phares. Absolument tout. Profitez-en lors des journées portes ouvertes les 13 et 14 janvier. Seat Ibiza Copa TSI 95 chevaux aide à la reprise de 5 500 € déduite. Premier loyer ramené à 0 € après déduction de la prime à la conversion. LLD 37 mois et 30 000 km sous condition d'acceptation par Volkswagen Bank. Offre à particulier. Commande jusqu'au 28 janvier, livraison avant fin juin 2024. Conditions sur seat.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Leclerc, bonjour. Wouhou, j'ai gagné. Ah, vous avez participé au super grand jeu. Ouais, et j'ai gagné. Félicitations. Du 3 au 27 janvier, c'est l'opération super pouvoir d'achat chez Leclerc. Tentez de gagner des bons d'achat de 2, 3 et 5 € et grâce à l'appli Mon Leclerc, des e-cartes cadeaux de 500 € valables sur l'univers beauté et hygiène en magasin et en parapharmacie Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Valable pour l'achat de 2 produits partenaires ou des 30 € d'achat, voire règlement, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Attention, là encore, ça va palabrer, il y a du débat. Vous êtes en train de réagir sur le compte X de Sud Radio au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Dans un instant, c'est le coup de projecteur avec nos vraies voix ce soir. Philippe Bouriaki, Madi Seidi et William Tay. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Cette réplique vieille comme le cinéma, immortalisée dans Où est passée la 7e compagnie, pourrait être déclinée dans notre quotidien du nouveau monde. Et de cette manière, le plastique dans la poubelle jaune, le verre dans la poubelle verte. Ça se mémorise, hein. Voilà. Oui, et puis depuis hier, le 1er janvier 2024, le compost dans la poubelle marron. Pour certains, ça fait beaucoup. Pour d'autres, au vu de l'état de nos rues, ce n'est pas encore mémorisé. La question compost, hashtag collectivité locale. Les Français sont-ils prêts à respecter les obligations du tri sélectif? Pour l'instant, vous dites non à 83%. On a bien compris le problème. Nous allons recevoir Isabelle Lacour, donc fondatrice de Linken, entreprise de valorisation des biodéchets en compost. Bonsoir Isabelle Lacour. Bonsoir. Bon, on a déjà une question parce qu'on va débattre, hein, mais nous voulons absolument nous appuyer sur votre savoir. Vous nous rappelez donc qu'à partir du 1er janvier, c'était hier, la France se met en conformité avec le droit européen et la loi anti-gaspillage de 2020. Et donc, ça veut dire trier les biodéchets, c'est ça? Oui, absolument. C'est ça. Tous les biodéchets doivent être triés pour être valorisés. Ça, c'est ce que dit la loi. Donc épluchures, coquilles d'œufs, os, viande, aliments périmés, déchets verts. Oui, exactement. Les déchets verts, les déchets de jardin et après tous les déchets alimentaires de nos poubelles. Donc il y en avait une partie qu'on avait l'habitude de mettre dans notre composteur, tous les déchets végétaux, mais maintenant il faut aller plus loin. Tous les restes alimentaires, de plats, les restes carnés, poissons, tout doit absolument être trié pour être valorisé. Alors je vous ai ramené les coquilles d'huîtres, hein, si vous voulez aussi des petits cendriers. Bon, non, ça c'est le Père Noël est une ordure. Bon, moi ça représente 30% des contenus des poubelles des Français quand même. C'est considérable. Qu'est-ce qu'on fait de ce compost précisément, Isabelle Lacour? Le compost doit retourner dans le sol. En fait, c'est un amendant qui permet de nourrir les sols et aussi de les régénérer. Donc en fait, c'est une très très bonne chose que nos biodéchets alimentaires retournent quelque part dans le sol chez les agriculteurs qui ont produit notre nourriture en quelque sorte. Oui, donc là, c'est du très concret. Je reviens vous voir, hein, bien sûr, Isabelle Lacour. Bon, nous avons notre éditorialiste écolo, Philippe Bouriaki. C'est un combat de tous les instants. Je reviens à ces histoires, on reparlera du compost, mais des couleurs. C'est clair, mais pas pour tout le monde quand même. Mais complètement, parce que malheureusement, c'est pas uniformisé. Vous allez d'une ville à une autre, vous n'avez pas le même code couleur, sauf pour le jaune, où je crois que tout le monde est d'accord. Et plastique, pour les plastique, carton, tout emballage plastique, c'est-à-dire que même les pots de yaourt, ils vont dedans. Les emballages plastiques que vous avez autour de vos paquets de gâteaux, vous les mettez dedans. Et donc, forcément, lorsque vous passez à une ville où vous avez le bac gris pour les ordures ménagères, dans une autre ville, ça sera un bac bleu. Donc, il faut premièrement que ça soit uniformisé partout en France. Parce que quand vous vous déplacez en vacances ou chez des amis, vous pouvez aussi être amené à jeter vos déchets. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut qu'il y ait une éducation. Et ça commence
par les centres de loisirs, ça commence par les écoles, parce qu'il y aura une génération qui va se sacrifier avant de percuter. Quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui, qui a toujours jeté dans la poubelle grise les déchets biodégradables, vous n'allez pas le faire changer. Si chez lui, tout le monde le fait, y compris les enfants, là, mécaniquement, il va le faire. On pense à celui qui a bu du vin, qui a fini sa bouteille de vin, il voit plus la bonne couleur, en plus, et il jette le verre dans le plastique. Il finit pas la bouteille de vin. C'est au mois de janvier. Bon, et alors, on parlait d'éducation, mais Madi Saïdi, pensons aussi à l'accès. C'est-à-dire que quand on a sa maison, on gère ses poubelles, mais on habite, imaginons, dans un immeuble de 15 étages, c'est tout le monde la même. Comment font aujourd'hui les habitants? Ils font pas. Voilà. La vérité, c'est qu'ils font pas. C'est tellement pas clair, c'est tellement mal fait en fonction de là où vous habitez. Vous soyez dans une grande ville ou dans une petite ville, en fonction du type de logement que vous avez. Si vous êtes dans le privé, en général, c'est des poubelles dans la cour, donc là, on se débrouille. Parfois, dans certaines cités HLM, c'est des espèces de compost qui sont dehors. Donc, c'est pas trié. Et puis, il y a aussi une réalité sociale. Il y a beaucoup de gens qui vont pas eux-mêmes dans les poubelles. Et ça, je pense notamment dans certaines banlieues, dans certaines cités HLM, ils filent le sac au gamin, le gamin il le prend, il le balance n'importe où, il s'en va. Parfois le sac n'arrive même pas dans la poubelle. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire en termes d'éducation, mais pas seulement c'est les enfants, parce qu'effectivement les enfants, oui, c'est eux l'avenir, c'est eux qui le feront, mais aujourd'hui ceux qui ont en charge les ménages, c'est les adultes. Et je pense que c'est ceux-là aussi qu'il faut éduquer, qu'il faut aider. Moi, je suis pas la plus écolo du monde, mais j'essaie de trier. Mais je vous avouerai que cette histoire de poubelle marron, je me dis, mais ça va me faire chier encore. Il y a encore un truc en plus que vous avez dit un gros mot, là. Oui, ça m'arrive de temps en temps. Ça peut. Ça m'agace. Et c'est vrai que c'est pas simple. Avant de retourner vers Isabelle Lacour, vous qui êtes jeune, William Tay, je ne comprends pas cette génération. Je le suis un peu moins aujourd'hui. Vous m'avez fait souhaiter mon anniversaire. Ça veut dire que j'ai encore pris une année. Non, un petit peu plus. Mais on a l'impression que cette génération est super alertée sur les problèmes de préservation de la planète. Donc certains sont hyper précis et d'autres en revanche, combien il y a de sacs de fast-food. Alors je tairai les marques, mais on voit ça et ça. Ou alors, vous savez, les petites bombes là de gaz hilarant là. Combien moi je suis cycliste, j'en vois. J'ai l'impression que cette génération c'est tout l'un tout l'autre, non, William? En fait, c'est pas une génération, il n'y a pas une génération, il y a une partie de la génération qui est très engagée sur les questions environnementales. On le voit notamment, c'est des populations qui sont urbaines, qui ont fait principalement des grandes écoles, qui sont très tournées sur les questions écologiques. Il y a une population beaucoup plus rurale, beaucoup plus paupérisée, qui eux sont beaucoup plus centrés sur la question de la fin du mois que sur la question de la fin de la planète. Juste après, pour revenir sur... C'est plus rural parce qu'il y a aussi des urbains, Non, mais c'est plutôt des gens qui sont moins diplômés, en clair. Le clivage est plutôt lié sur la question du diplôme, principalement. Mais surtout, il y a une chose qui rejoint toute la génération, c'est que c'est une génération qui est très libérale sur le plan individuel et sur le plan sociétal, donc qui pense que chacun fait comme chez soi. Et en fait, chacun fait comme il veut, c'est plutôt son propre désir, sa propre liberté. La question, c'est comment faire pour provoquer un effort qui est collectif. Et une grande partie de cette génération, comme une grande partie des Français, ne supporte pas ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie qui est punitive. Ça veut dire qu'on vous force à faire quelque chose, et surtout, les gens ne comprennent pas pourquoi. Est-ce que eux devraient faire des efforts, surtout que ça coûte plus cher à une partie de la population qu'à d'autres, surtout quand les efforts sont mal répartis. Et je pense que c'est pour ça que, notamment lorsque vous parlez des fast-food, c'est ce que disait Odi Madi Saïdi, c'est une population qui est plutôt, qui a pas les mêmes classes sociales, etc. Donc forcément, qui ont plus d'efforts à fournir pour les efforts écologiques qu'une classe urbaine, métropolisée et beaucoup plus diplômée. C'est plutôt ça la question des enjeux. Je pense que sur ce point, sur la question du tri... J'allais vous dire, mais vous savez, il y a la haute bourgeoisie qui jette ses déchets, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours des diplômes. Voilà. Mais pour répondre à votre point, moi je pense que là, la question du tri, tout le monde peut s'y plier parce que ça demande pas un grand effort. Une fois que vous le faites une fois, c'est à peu près plié assez rapidement. Et surtout, c'est utile pour l'ensemble des choses, notamment l'économie circulaire. Question à Isabelle Lacour, je le rappelle, fondatrice de Linken, entreprise de valorisation des biodéchets en compost. Isabelle Lacour, à cette occasion donc du 1er janvier, on a essayé de faire, enfin je dis on, c'est-à-dire la presse a rendu compte des municipalités qui ont déjà mis en place. Il y a qu'une centaine de municipalités, alors on a entendu Pau, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lorient. Là aussi, tout le monde n'y va pas à la même vitesse, hein, Isabelle Lacour. Oui, tout à fait. En fait, je pense que la loi a pris un peu de court les collectivités. C'est elles qui ont en réalité la responsabilité d'organiser
le tri et surtout d'organiser la valorisation des biodéchets. Une des caractéristiques des biodéchets par rapport à tous les autres déchets qu'on a dans nos poubelles, c'est qu'ils sentent mauvais. C'est les déchets qui font qu'on doit rapidement vider les poubelles. Ça pourrit, quoi. Ça pourrit. Ouais. Et il crée une certaine urgence en quelque sorte. Donc oui, il faut que les collectivités mettent en place les mesures parce que tant qu'il n'y aura pas les mesures correctes de tri, la population aura du mal à faire les choses, à moins d'avoir un compost sur place et pouvoir effectivement mettre ses biodéchets directement dedans. Est-ce que c'est ça, Isabelle Lacour, la solution finalement, c'est que chacun ait son kit poubelle parce que au bout d'un moment, si au moment où on vide par exemple les assiettes après notre repas, on a comme on fait là, dans les fast-food d'ailleurs, ils sont pas tout mauvais les fast-food, on a déjà une présélection chez soi. Ça change un peu tout, ça serait ça l'idéal, non ? En fait, chez soi, on devra avoir une poubelle bio, on va dire, où on met les biodéchets à l'intérieur. Et la question, c'est cette poubelle, à quelle fréquence est faite la collecte, qu'est-ce qu'on en fait, parce qu'effectivement, on peut pas la garder indéfiniment dans sa maison. Donc tout ça, c'est les collectivités qui vont s'organiser. Et les territoires urbains, les territoires ruraux ne seront pas mis à la même enseigne parce que la pression, la logistique de collecte ne s'organisera pas de la même manière. Ça, c'est pour des raisons également économiques. Ouais. Donc ça fait peur, quand même. Ça fait peur. Alors, on voit bien tous l'enjeu. Je pense qu'on en est tous, à part 2-3 idiots, mais on en est tous conscients. Fonçons au 0826 300 300. Luc Dupéreux, qui est notre auditeur fil rouge. Luc, vous y êtes mis, vous, au tri sélectif. Ça vous semble accessible ou pas ? Je crains, Frédéric, de faire partie des idiots dont vous parliez à l'instant. C'est-à-dire, attendez, vous ne pensez pas qu'il y a un enjeu sur les déchets quand même ? Une insulte personnelle. Non, Luc, pas sur les déchets, rassurez-moi. Je vous plaisante. Bon, d'accord. Frédéric, oui. Jusqu'à présent, nous avons bien ri en abordant des sujets d'une rare légèreté tout au cours de cette émission. mais là maintenant, c'est du lourd, c'est du sérieux, et je crains de plomber l'ambiance. On rigole plus. Allez-y. C'est une mesure d'importance qui était attendue et portée par un mouvement en pointe sur le sujet. Je veux parler du CSPBU. C'est-à-dire ? Vous connaissez pas ? Non. Puis autour de moi, c'est pareil. Allez-y. Écoutez, CSPBU, c'est la Confédération des surmulots, Paris et banlieue unifiée. Voilà. On a appris quelque chose. Les fameux mulots. Surmulots. Et vous avez quand même le sens de la formule, Luc. Moi, je dis bravo. Je vois j'imagine avec gourmandise tous ces composts qui vont fleurir un peu partout parce que votre interlocutrice tout à l'heure le disait, qu'est-ce qui va se passer dans les immeubles à Paris, les bars HLM, les machins, les ceci, et cela. Moi, ça me fait penser, vous savez à quoi ? Aux juri-trottoirs. Vous vous rappelez des juri-trottoirs ? C'est les juri-trottoirs parisiens, ça vous permettait de vous soulager en pleine rue sur une botte de paille. Ça a duré le temps de je sais pas quoi. Et je leur ferai dit le même avenir. C'est tout. Alors je pense quand même que à nouveau, je suis pas d'accord. Bon, alors Luc, vous savez que vous êtes fait un ami ce soir. Il s'appelle Philippe Boriaki. Lors d'un de mes voyages en Allemagne, pas idiot comme certains, ça ira. Non, je suis persuadé que vous n'êtes pas idiot. Premièrement, je veux dire qu'en Allemagne, moi j'ai connu ça en 94, les fameux composts collectifs alimentaires. Et puis en regardant sur le X de Sud Radio, à la campagne. Mais c'est quelque chose de courant et on le fait dans son jardin, le compost. Donc c'est la campagne. Même en ville, moi, c'est ce que Maïdi aussi disait. Je connais ça depuis 94 et on n'est pas plus idiot que les Munichois. Vous allez à Munich en vacances en 94. Oui, mais il y a un super musée de BMW. Monsieur est intellectuel en plus. Non mais Isabelle Lacour, Luc, on l'a entendu, a beaucoup d'esprit. C'est un vrai plaisir de l'avoir avec nous ce soir. Mais derrière tout ça, il pose la vraie question, quoi. Est-ce que concrètement, je vous ai un petit peu posé la question, mais j'aimerais qu'on aille plus loin. Il faut être plus dirigiste avec les collectivités locales. Est-ce que aujourd'hui, il faut un grand plan national et on oblige tout le monde à faire en fonction de la conjoncture et de la situation géographique ? Alors, tout le monde, de toute manière, toutes les collectivités ont l'obligation de faire quelque chose.
Et je pense que, vu la disparité des territoires, c'est important que chacun puisse adapter les solutions par rapport au contexte de son propre territoire, à l'intérieur même d'un département. Vous savez, le gros impact de la valorisation des biodéchets en compost, c'est le transport, c'est la logistique. Donc, on a vraiment intérêt à créer près de chaque gisement de biodéchets les structures adéquates. Donc, dans certains cas, ce sera des grosses plateformes de compostage, voire de la méthanisation, et dans d'autres cas, des plateformes beaucoup plus de taille beaucoup plus réduite, au plus près des besoins des agriculteurs également. Donc il y a une grosse étude à faire aujourd'hui, et je pense que bon là c'est le premier jour, c'est normal qu'il y ait un petit peu un effet de panique, mais très rapidement, je pense que dans les mois à venir, l'ADEME a débloqué des fonds là-dessus. Il y a des études qui se font pour adapter les infrastructures et les filières de compostage par rapport au gisement. Bon, de toute façon, il faut qu'on y arrive parce que au bout d'un moment, ça va être n'importe quoi. Alors, nous parlions des collectivités locales. Nous avons aussi les restaurants, les campings, les hôtels. Et là, c'est toute une organisation. Là aussi, il faut mettre un petit coup de pression, m'a dit Saïdi, parce qu'il faut montrer l'exemple quand on est en vacances ou quand on est dans la détente. Moi, je suis plutôt pour la pédagogie, parce que si on met ce fameux coup de pression, ça redevient l'écologie que tout le monde déteste, punitive. Et il faut pas que ça devienne ça. Donc il faut voir peut-être avec les personnes qui tiennent les hôtels, qu'elles aient des formations, en tout cas il faut un accompagnement vers une écologie juste, plutôt que d'arriver en imposant les choses aux gens, et des gens ils se braquent et ne le font pas. Bon, on titille un petit peu nos concitoyens, titillons-nous d'ailleurs, hein, ça peut aussi le faire, William Tay. Est-ce qu'on est prêt aussi à faire un peu œuvre de civisme? J'ai l'impression que, par exemple, les déchetteries sauvages, il y en a partout. Il y a aussi cette culture. Alors, nous ne sommes pas les pires, hein, pour avoir beaucoup voyagé. Honnêtement, les Français ne sont pas les pires, mais quand même, on n'est pas les meilleurs. Hein. Non, mais on se demandait si les Français pouvaient survivre à je sais pas combien de confinements on l'a fait. Il faut distinguer les 99% qui se comportent correctement, qui respectent toujours les lois et qui 99, vous êtes gentil, 98 ou 98, et il y a 1% ou 2% d'emmerdeurs qui veulent pas respecter les règles. Moi, je pense qu'il faut le dire clairement. Ensuite, après, sur la difficulté, je pense qu'il y a des difficultés concrètes à ce tri. C'est-à-dire que globalement, là actuellement on a 2-3 poubelles, une poubelle pour les verres, une poubelle pour les plastiques et une poubelle pour les déchets normaux. Là, il faut rajouter une autre poubelle. Donc, ça veut dire que déjà, si vous n'avez pas beaucoup de place dans votre cuisine, vous devez rajouter une autre poubelle en plus. Et moi, c'est l'autre question que je pose. C'est la question qui a été abordée, je crois, par madame. C'est si par cas, le tri n'est pas fait régulièrement, c'est-à-dire que vous accumulez un tas qui pourrit et qui pue. C'est ça. Donc le problème, est-ce que les Français seront prêts à le faire? Je pense que oui, mais dans une mesure du possible, si par cas l'ensemble des acteurs jouent le jeu. Si vous êtes tout seul à jouer le jeu et que vous voyez que les 3-4 personnes autour de toi vous le faites pas, vous arrêtez de le faire. C'est très vite. Vous savez, vous avez dit une poubelle pour les verres, tout ça, j'ai pensé aux enfants, on dit tiens, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, une cuillère pour mamie. Là, on dit tiens, regarde, il y a une poubelle pour les verres, une poubelle pour les... Voilà, ça peut être aussi. C'est l'éducation, c'est le secret de la réussite. J'ai 5 poubelles chez moi. J'ai 5 poubelles chez moi. Alors elles sont pas écolo. Oui, non mais parce que j'étais sensibilisé à ça. Non mais c'est pas ça, c'est qu'on on en a une où on a les ampoules, les piles, etc. Et donc régulièrement. Ah oui, il y a ça aussi. Mais bien sûr, évidemment. Ouais. Il faut. Mais vous avez un fort pouvoir d'achat. Vous avez 5 poubelles. On vous titille, Philippe. On vous titille. Non, mais pas de souci. Non, mais elles sont plus petites. Mais alors j'ai la chance d'avoir un petit jardin, donc moi le compost je le fais sans problème. Et c'est vrai, j'ai énormément réduit mon volume de 87% des auditeurs disent pour l'instant non, les Français ne sont pas prêts à respecter les obligations du tri sélectif. Bon courage à vous, Isabelle Lacour, fondatrice de Lincoln, entreprise de valorisation des biodéchets en compost. On a tous compris les enjeux, même Luc qui nous a lui aussi provoqué un petit peu, mais il l'a bien compris. L'enjeu, c'est pas simple, il faut s'y mettre quand même. C'est pas bien de vivre dans les déchets. Merci d'avoir suivi cette émission un petit peu spéciale du 2 janvier. Dans un instant, les infos.